on est là, on est en Bonjour live. Salut tout le monde. C'est bon, on nous voit, tout va bien. Est-ce que vous nous On entendez? nous entend, est-ce que tout va bien? Alors, déjà, on espère que vous allez bien. Désolé déjà pour le délai. On espère que vous avez bien patienté avec le nouveau visuel et on espère que vous appréciez Il est trop cool, le nouveau visuel. Ouais, il Franchement, est je trouve super qu'il cool. il est trop carré, franchement. Ça fait plaisir. Avant de commencer, on tient à présenter nos excuses pour les potentiels Quoi? Désagrément. qui pourraient avoir lieu parce que pour la première fois, on gère tout de A à Z dans l'émission, même la technique. Maxence est là-bas derrière les ordinateurs, elle gère la régie. Ceux qui expliquent qu'on n'est que 3. On a essayé de se débrouiller un peu avec ce qu'on avait sous la main, mais ça a l'air de marcher. Donc Pour on va continuer. Hein, On touche du bois. Merci Présidos pour le commentaire sur le visuel, ça nous fait plaisir. J'ai mis un message dans le chat tout à l'heure en mode bonjour tout le monde, le stream est complètement fait maison. Il n'y a rien de plus vrai. C'est-à-dire qu'il y a une heure, on était là, t'es sûr, la caméra elle marche bien comme ça. Comment Il y a une heure, on n'avait pas ouvert les logiciels. C'est ça, donc tout est vraiment fait maison ce soir, on espère que ça va bien se passer. Et comparé au système D de la dernière émission, il y a quand même une petite amélioration. Il y a quand même déjà cette Merci pour le nouveau follow, bienvenue dans cette émission, on est ravis de vous accueillir et encore une fois. Vas-y, mets-le là, comme ça on a le chat entre deux. Et on vous a concocté un bon programme. D'ici une grosse demi-heure, on va recevoir notre invité qui est Julien Bossler, un journaliste du soir, et qui va nous expliquer ce qui se passe en ce moment chez Deleuze. Donc on verra ça avec lui en temps voulu. Et entre deux, nous on vous a préparé des bonnes actus. Hein. Ouais, l'actu bien chargée. Bien chargée. Chaque semaine, comme chaque 2 semaines en fait. Ouais. Là, vous ne les voyez pas, mais il y a Aline et Naëd qui viendront vous faire des chroniques aussi. Aline vous parlera du pacte d'excellence et de la manifestation des profs qui a eu lieu aujourd'hui. Naëd vous parlera de la guerre au Soudan, qui est un sujet hyper important et qu'on a voulu gros traiter. sujet encore une fois. Ouais. Et ici, il y a les deux joyeux lurons à mes côtés. C'est ça, tic-tac. Du fameux bled de Luri. Ça va, Jonas? En pleine forme. J'ai pris un Red Bull, je suis une boisson énergisante dont on ne citera pas la marque évidemment. Non, en pleine forme. Est-ce que je spoil déjà mon sujet? J'y vais. Vas-y, tease. Ok, je vais teaser plutôt. Moi, je vais parler de la démission de la secrétaire d'État à l'égalité des chances, Sarah Schlitz, et je vais probablement beaucoup buter sur son nom. Parce que c'est la date d'hier, il y a eu un gros emballement médiatique autour de toute cette affaire. Donc on va se poser 10-15 minutes, on va revenir sur les faits, dire pourquoi ça a éclaté, quelles sont les réactions, etc. On va revenir dessus tranquillement. Avant de te lancer, Auguste, je tiens à préciser que cette semaine, je ferai une chronique aussi, mais beaucoup plus légère que tous les autres. Pour ajouter un petit peu de légèreté, ce sera juste après Auguste, et je vais vous parler de la grande classique cycliste Liège-Bastogne-Liège qui a eu lieu dimanche. Clin d'œil pour les fans de cyclistes dans le chat. Mais avant ça, il y a Augustin qui nous a réservé un beau sujet aussi. Ouais. Pas une revue de presse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un sujet qui intéresse beaucoup, qui interpelle beaucoup en France depuis un petit mois maintenant, depuis 3 semaines. Je vais vous parler des fonds Marianne. Rien à voir avec la fosse des Mariannes, rien à voir avec les abysses. Hein. C'est vrai qu'on nous a fait la remarque. On va pas parler océanie ni rien, océanographie ni rien. On va parler d'une idée qui a été mise en place par le gouvernement français. Il y a 3 ans maintenant, en 2020, c'était à la suite du meurtre de Samuel Paty. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence médiatique-là. C'était Samuel Paty, qui était un enseignant qui a été assassiné par des extrémistes pour des raisons religieuses. Et à la suite de ça, le gouvernement, sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur et de la secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui était à l'époque secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations, ont lancé un appel à projet pour financer des associations afin de lutter contre, c'est les termes de l'appel à projet, afin de promouvoir les valeurs républicaines et de lutter contre le séparatisme. Ça, c'est les termes de l'appel à projet. Et promouvoir les valeurs républicaines, ça reste un peu flou. Est-ce qu'il y a une traduction, j'allais dire J'allais dire, ça reste magnifiquement vague, et on va justement un peu s'intéresser à ça, puisque c'est revenu dans l'actualité. Je vous dis, c'est quelque chose qui a 3 ans maintenant, ce projet, puisque on reviendra donc sur toutes les questions que vous m'avez posées à l'instant. On reviendra justement, ça va être le cœur un peu de la chronique. Là, je vous rappelle pourquoi on en parle maintenant. C'est parce que
certains médias, Marianne, France Télé et Mediapart, ont révélé qu'il y avait eu des ingérences, des non-gérences et des malgérences de ce fonds monétaire. Donc on parle de un peu plus de 2 millions d'euros. Donc c'est pas rien non plus. Ça a été versé à 17 associations au total. Mais les deux équitablement ou pas? Non, pas du tout. C'était pas. Et justement, les deux qui ont bénéficié le plus de ce fonds, c'est en un avec 335 000 euros. Alors, il va y avoir des acronymes. Voilà. Préparez-vous. Le premier, c'est l'UCPPM. Pardon. L'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Et qu'est-ce qu'ils font, ces UPPPM? Justement, pas grand-chose. C'est un peu ce qu'on leur reproche. C'est qu'il y a eu des rémunérations, on n'a pas idée des rémunérations encore, mais il y a eu des rémunérations absolument indécentes comparées au travail qui a été fourni. Donc, parmi les dirigeants de cette UCPPM, il y a le journaliste très controversé en France, Mohamed Sifawi, qui s'est défendu en disant que lui, il avait reçu son salaire, qu'il avait fait son taf, mais en fait, il y a très peu de choses qui ont été faites. Il y a une enquête ouverte par le Sénat qui est en cours. Le ministère de l'Intérieur a fourni les documents à la commission des finances du Sénat pour voir un peu de quoi il en ressort, qu'est-ce qui a été fait, dans quelle mesure, est-ce que c'est bien en attente avec l'appel à projet, etc. Donc pour l'instant, voilà. Mais il y a déjà de grosses suspicions qu'il y ait... Enfin, le salaire qu'ont reçu les deux dirigeants de l'UCPPM était déjà très élevé comparé à ce que le travail était rendu. Ils ont fait des vidéos, mais c'était plus ou moins réussi. Même Mohamed Sifawi a avoué que la mayonnaise n'avait pas prise, comme il dit lui-même. Donc voilà, il y a des suspicions que le fait que cette association-là n'ait pas fait le travail correctement. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a aucun compte-rendu qui a été rendu malgré les sollicitations du ministère de l'Intérieur. Voilà, ils n'ont pas répondu en mode... le ministère leur a demandé « Qu'est-ce que vous avez fait » Ils ont dit... Donc en gros, la question c'était avec l'argent qu'on vous a donné... Avec l'argent public, qu'est-ce que vous avez fait à part vous verser des bons salaires. Donc ça, c'est un problème. Donc c'est la première association. Et la deuxième, celle qui nous intéresse un peu plus, et celle qui va un peu rejoindre les questions que vous me posiez tout à l'heure sur les valeurs républicaines et le séparatisme, c'est reconstruire le commun. Donc qui a été financé à hauteur de 330 000 euros. Ça, c'est l'émission qu'on leur donne en quelque sorte. Non, ça c'est le nom de l'association. Reconstruire le commun. Le premier c'est l'UCPPM, c'est l'Union des sociétés, d'éducation physique et préparation militaire. Déjà le nom pour moi est problématique parce que préparation militaire, éducation de la jeunesse, pour moi c'est pas forcément lié. Deuxièmement, reconstruire le commun, donc ça c'est une association. Et attention, là on entre un peu dans un univers assez flou. Puisque cette association n'existait pas avant l'assassinat sur Samuel Paty. Elle a été créée le 29 octobre 2020, soit 13 jours après le meurtre. Donc, les fonds publics ont servi à financer une association qui n'existait pas avant en fait, le moment où on parlait de ces fonds. Et la raison qui a justifié la création de ces fonds. Exactement, ouais. Donc en fait, c'est une association qui est toute nouvelle, qui n'a pas fait ses preuves. Qui a la confiance. Mais qui a la confiance au point d'être la deuxième association la plus financée par ce fonds, presque à égalité avec la toute première. Autant la première, il n'y a pas de doute, ça existait bien, c'était là avant. Autant là, c'était un truc qui était inexistant avant et dont on n'avait aucune preuve de l'efficacité, entre guillemets. Donc voilà, il y a déjà ce truc-là. Donc les statuts de cette association ont été déposés même pas 2 mois avant l'appel à projet. Et on a Sylvie qui nous a rejoint d'ailleurs et qui nous dit coucou, donc coucou Sylvie. Coucou Sylvie, qui nous dit ça sent l'arnaque ça ou je me trompe. Et ben justement. Non, en tout cas c'est flou, ouais. Oui, c'est flou. Pas l'arnaque, tout ça. Ça sent un peu l'arnaque et d'autant plus quand on voit qui est en charge de cette association. Et là on revient un peu au thème central de la chronique, qui est quel est le but vrai, quel est le vrai but de ce fonds d'investissement, pas ce fonds d'investissement, mais de ce fonds financier créé pour promouvoir les valeurs républicaines et lutter contre le séparatisme. Et je trouve que les membres de cette association-là, Reconstruire le commun, nous donnent des pistes de réflexion, en tout cas nous donnent des indices sur
qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur, quel était le projet derrière ces fonds, puisque les dirigeants, la plupart des membres de cette association Reconstruire le commun sont proches d'une nébuleuse idéologique. C'était pas vraiment des mouvements politiques très structurés, mais c'était des catégories de penseurs, d'éditorialistes, de journalistes qui partageaient la même idéologie. C'est ça, qui se partageaient l'idéologie qu'on appelait les militants laïcs ou le printemps républicain. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas trop. Mais peut-être expliciter pour... c'est ça. Donc voilà, pour les viewers non français ou qui n'ont pas entendu parler de ça, le printemps républicain et les militants laïcs sont des personnalités influentes. Donc dans le monde des médias, dans le monde potentiellement intellectuel, dans le monde politique, etc., qui se prétendent de gauche, donc qui se disent eux-mêmes de gauche et qui ont une vision qui ont une vision à eux de ce que c'est l'ordre républicain, la laïcité, et qui essayent de promouvoir leur idée de ces valeurs-là. Donc ça regroupe le fait que on est tous français, on ne voit pas les couleurs, on nie un peu les classes sociales, on nie un peu cette lecture matérialiste de l'histoire, on ne voit pas les couleurs. Ouais, il y a des personnes connues qui se disent ces connues, je vais vous citer quelques noms. On parle de Caroline Fourest, je ne sais pas si ça vous parle, Brice Couturier, Raphaël Enthoven peut-être un peu plus, qui se mettent dans cette mouvance-là qui se prétendent universalistes, opposés au multiculturalisme. Okay. Vous voyez ou pas? Je ne sais pas si ça entre un peu plus. Universaliste, opposé au multiculturaliste. C'est un peu ça. L'universalisme, en fait, un tout global. Alors ça, c'est ma vision des choses. Donc toujours pareil, il peut y avoir des nuances. Moi, je trouve que leur tendance gomme toutes les inégalités sociales, ou en tout cas toutes les classes, toutes les catégories sociales. Et en fait, on dit, voilà, on est tous français, donc il n'y a pas besoin de parler de... Pas besoin de parler de race, pas besoin de parler de genre, puisqu'on est tous français. Alors que le multiculturalisme, lui, il prône plutôt la diversité et la richesse ajoutée de tout le monde. Et en tout cas, reconnaît l'existence de classe sociale, reconnaît l'existence de discrimination structurelle, reconnaît l'existence de systèmes racistes, reconnaît l'existence du patriarcat, reconnaît l'existence du système oppressif capitaliste. Donc voilà, cette association appartient à toute cette nébuleuse qui se dit de gauche et qui prétend lutter pour l'universalisme, qui s'est rapproprié ce mot-là, et qui va essayer de distiller dans l'opinion publique, à travers les médias, à travers les tribunes, à travers plein de choses, ces idées que, par exemple, Caroline Fourest dit qu'on ne peut pas parler d'islamophobie en France. Elle dit qu'il faut bannir ce mot, que l'islamophobie n'existe pas en France. Brice Couturier parle d'une France indigéniste, en parlant d'une certaine frange de la gauche, en disant qu'ils sont indigénistes, qu'ils veulent tous nous opposer, qui ne parle que de ce qui nous divise, rien de ce qui nous rassemble. D'autres exemples. C'est une gauche qui est très centriste. C'est ça, mais voilà, c'est eux qui disent de gauche. C'est les fameuses deux gauches irréconciliables de Manuel Valls. En fait, c'est une ligne valsiste. Peut-être par là que j'aurais dû commencer pour centrer un peu le débat. C'est qu'il s'inclut dans la tradition valsiste de ce qu'il appelle la République, de ce qu'il appelle la laïcité, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pris de l'importance en France depuis les attentats de Charlie Hebdo, auquel le meurtre de Samuel Paty a donné une autre résonance. Je vais vous mettre un peu dans le contexte de ce moment-là qui était extrêmement tendu en France. L'assassinat de Samuel Paty, ça avait créé vraiment de l'émoi. C'était en plus au tout début du confinement, etc. C'était quelque chose de... ça a animé les plateaux de télévision. C'est ça, exactement. Et du coup, on a eu des surenchères répressives. On a reparlé d'échanges de nationalité. On a reparlé d'envoyer des prisonniers au bagne. On a parlé d'interdire les rayons halal. C'est tout cette... Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à parler d'islamo-gauchisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette grande question-là, parce que voilà. Et en fait, les universités notamment. C'est ça. Ce printemps républicain s'oppose, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce printemps républicain et qui se disent eux-mêmes de gauche sont qualifiés d'islamo-gauchistes. En fait, c'est les adversaires. C'est le printemps républicain contre les islamo-gauchistes. Ce qu'on appelle aujourd'hui les wokistes. Et ça, on en a parlé dans une de mes chroniques, notamment cette façon de disqualifier le discours du camp d'en face, entre guillemets, en agitant un grand drapeau qui fait peur, genre le wokisme ou l'islamo-gauchisme, et en mettant tout dedans pour vraiment disqualifier le discours adverse. C'est ça. Et en fait, effectivement, tu parlais des universités, et effectivement, ça s'inscrit quelques mois après l'attentat sur Samuel Paty. C'était dans le
c'était dans le débat public. Et effectivement, il y a eu toute cette surenchère un peu anti-intellectuelle, l'islamo-gauchisme qui gangrène toute la société et qui n'est pas républicaine, qui est hors champ, qui on renvoie dos à dos l'extrême droite et la gauche. Oh, merci pour le prime. En plein milieu, nous avons un subprime, ça fait plaisir. Ah ouais, j'ai même pas vu, ouais, merci beaucoup. Merci à toi Baptiste, ça fait plaisir de fou. Donc là, on parlait du fonds Marianne, j'espère que ça te passionne. Ouais, j'espère, et puis vraiment, au-delà du fonds Marianne, moi c'est ça que je voulais montrer, c'est qu'effectivement il y a des scandales un peu en ce moment sur les financements, sur où est parti l'argent. Et pour moi, ce qui était vraiment intéressant là-dedans, c'est de dire que cet argent, il est parti financer des associations proches de mouvances qui sont très particulières et pas isolées au sein du champ médiatique malheureusement, mais qui sont extrêmement, qui ont une vision à elle très politique, très offensive en tout cas sur ces sujets-là. Et malgré les grands termes de l'appel à projet qui étaient somme toute tout à fait honorables, on parlait de. Il y a Baptiste qui adore le fonds Marianne, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a chez Subprime. Ouais. Enfin, un stream sauvage sur le fonds Marianne. Et du coup, c'était censé expulser les idées séparatistes qui fracturent la cohésion nationale et abîment la citoyenneté. Donc c'était quand même, derrière cet thème creux, il y avait quand même une ambition qui potentiellement semblait raisonnable, mais derrière ça, il y a tout un mouvement qui a une vision très, très particulière des choses. Et la dernière chose que je voulais appuyer, c'est que on parle de 2 millions d'euros. Donc c'est quand même une somme. Et cette somme a été levée par les pouvoirs publics pour financer des associations dont on avait vu qu'elles n'étaient pas forcément les plus neutres ou les plus politiquement, on va dire, acceptées dans la société, alors que tout ce qu'on vient de dire là, éduquer ou message destiné aux 12-25 ans, et l'appel à projet soulignait que ce fonds était pour les associations, les établissements culturels ainsi que les établissements scolaires universitaires. Donc en fait, moi ce qui m'a interpellé, et j'ai trouvé ça dans une idée dans un blog de Mediapart aussi, c'est ça qui m'a fait réagir, c'est qu'en fait avec ce fonds, le ministère de l'Intérieur fait un peu une sorte de queue de poisson à l'éducation nationale, parce que toutes ces missions-là de citoyenneté, d'éducation aux valeurs communes, aux grandes idéaux républicaines, normalement, c'est porté par l'école. Et puis, c'est pour savoir une vision très précise de la réconciliation, parce qu'au final, c'est un peu de ça dont il s'agissait avec le fonds Marianne. Et surtout qu'en plus, là, l'enquête au Sénat, je vous l'ai dit, est en cours, et ils ont demandé à avoir l'enquête va se poursuivre pour savoir exactement comment ont été attribués les fonds, comment sont passées les examinations des projets, etc. Parce que c'est encore assez flou, c'est très arbitraire, c'est pas aussi ouvert que le programme scolaire de l'éducation nationale. C'est pas aussi, il n'y a pas eu matière de vote là-dessus, en tout cas pas de vote large de la population, alors que sur les thématiques d'éducation nationale, normalement il y a des votes, c'est démocratique, c'est plus démocratique en tout cas. Et là en fait on a des fonds qui sont attribués de manière floue pour l'instant à des associations avec une visée politique assez claire, on va le dire, pour promouvoir une vision qui en plus n'est pas forcément celle promue originellement par la République. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes, je n'ai pas fait gaffe au temps. Alors, normalement tu devrais t'arrêter ici, mais on a un petit peu de temps sur la fin, donc tu peux prendre encore 2 minutes. Juste pour vous dire qu'effectivement, l'idée originelle quand même de la liberté de culte, etc., et la liberté de croyance, et la liberté de pratiquer, la liberté d'expression, tout ça c'est très très bien encadré légalement en France. Il y a même un esprit. Je vais vous citer une prof de droit à Nanterre qui s'appelle Stéphanie Hennette-Vaucher, qui rappelait que l'esprit des lois sur liberté d'expression, liberté de culte et liberté d'association était à l'origine opposé à tout ce que les défenseurs du printemps républicain mobilisent comme argument. Donc il y a vraiment un esprit de la loi, notamment la loi 1905 sur la liberté de croyance, qui est très basique et qui est maintenant un peu mise à l'envers. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire croire que la pratique d'une religion va être quelque chose d'obscurantiste ou quelque chose qui va au contraire nous diviser, alors que l'idée originale de la loi, c'était de dire que c'est libre, on fait tout ce qu'on veut, et dans cette liberté que tout le monde a, on va pouvoir créer des valeurs communes. Eh bien, quelle affaire. Ouais, quelle affaire. En vrai, on pourrait carrément lui dédier un live complet, le fonds Marianne, c'est complexe et ça. C'est complexe. Et encore, je ne vous ai pas parlé effectivement du rôle
de certaines autres associations, du rôle que Marlène Schiappa a joué là-dedans, puis il y a d'autres choses à voir. Ça, on verra en fonction des actions avec les enquêtes du Sénat. Mais voilà, moi, ce qui me semblait important, c'est de revenir à l'origine sur il y a quoi comme idée derrière les fonds Marianne. Quelle idéologie ça promeut. Ok. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a éclairci un peu là-dessus. On est sûr que Baptiste, ça lui a plu dans le chat, ça c'est évident. Ouais, son dernier j'espère commentaire. que ça vous a plu aussi, que ça ira. Alors, il a dit qu'il avait pris, il avait lâché son Prime pour pouvoir mettre l'emote parcours apparemment, qui est très apprécié. C'est faux, je soutiens les petits médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et vous avez Naed et Aline qui nous ont rejoints pour cette chronique, parce qu'elles sont évidemment de grandes fans de cyclisme. C'est bien sûr la raison pour laquelle... Absolument pas. Elles m'ont rejoint. Voilà. Ma seule culture vélo, c'est Mamie Twitch, parce qu'elle regarde beaucoup le cyclisme à la télé, parce qu'il y a des beaux paysages. C'est déjà ça en vrai. Je pense que c'est vraiment un truc de famille, hein, le cyclisme. Moi aussi, pas forcément moi, mais c'est vraiment un truc qui tourne, c'est dans la télé familiale et tout, et tu regardes parce qu'il y a un papa ou un maman qui regarde. C'était censé être ma conclusion, mais... Ah merde. Écoute, vas-y. Merci. Bon, alors, moi je vais vous parler de la course Liège-Bastogne-Liège, parce qu'elle a eu lieu... Ouais, Maxence, doucement. Parce qu'elle a eu lieu dimanche dernier, et en fait, cette course est un grand classique. Bon, je vous ai fait un tout petit historique parce que vous me connaissez l'histoire. Moi, j'aime bien, et puis c'est essentiel. Parce que j'ai cru que tu allais dire vous connaissez bien l'histoire de Liège-Bastogne-Liège. Même moi, je ne la connaissais pas avant cet après-midi. Donc, oui, j'ai préparé mon sujet cet après-midi. Tout va bien. C'est de l'info, c'est ça aussi. C'est l'actu. C'est ça, privilégier l'actu. Alors, il faut savoir que c'est une très vieille course. C'est l'une des plus vieilles courses qui est encore actuellement courue, quoi. Elle a été courue, voilà. Elle a été créée en 1892. Par plusieurs clubs à Liège, et en fait elle a lieu tous les ans. Bon, dans l'histoire il y a eu des coupures, notamment une guerre mondiale ou deux, je sais pas si vous avez entendu éventuellement, parler de ça. accessoirement. Covid. Mais sinon elle a lieu normalement tous les ans autour de fin avril, et puis au fur et à mesure de l'histoire, la course elle s'est de plus en plus professionnalisée, parce que forcément au début il y a à peine, pour la première course, il y a à peine la moitié des gens qui sont partis qui sont arrivés. Ils ont repris le train entre deux pour retourner au point de départ. Parce que c'était beaucoup trop dur. Du côté... Les vélos étaient différents. Dans cette région-là, ça grimpe, quoi. Ouais. Non, mais c'est le pays, quand même. Et comme ça fait plus d'1 siècle qu'elle existe, cette course est surnommée la Doyenne. Bon, porte bien son nom. Et en fait, cette course-là, donc Liège-Bastogne-Liège, elle fait partie des grandes classiques, comme ce qu'on appelle. Elle fait même partie des 5 monuments, en fait. Les monuments, j'ai vu tes yeux, Aline, je vais... très bien. En fait, les monuments, ce sont des courses qui se passent en un jour, toutes créées avant la Première Guerre mondiale, et qui ont toujours lieu, et qui ont vu passer des grands champions. Enfin bref, c'est... Qui sont historiques. Oui, historiques, et puis, dans les fans de cyclisme, on sait que ce sont les grands rendez-vous, quoi. D'accord. Est-ce que vous connaissez les 5 monuments? Ceux qui ont lu ta chronique. Bah oui, mais il fallait pas cliquer sur le truc réponse. Ah non, j'ai pas cliqué sur les trucs réponses. À mon avis, mais j'ai fait une recherche. Est-ce que je peux dire genre une des seules courses que je connais peut-être? Paris-Roubaix. Oui, c'est la seule française dans le lot. Moi je dis, il y a un truc italien peut-être? Il y a 2 courses italiennes, 2 courses belges et une française. Moi je partirais sur Milan-San Remo. Oui, la deuxième. Okay. Allez, on en en fait 2. 3. Allez, Naed, à ton tour. J'ai un nom qui me vient, mais je sais pas si c'est espagnol ou italien, je dirais la Volta, mais j'ai aucune idée. Non, ça c'est un grand tour, c'est pas une course d'un jour. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Oui, je les 2 derniers, ce sont 2 tours, un et en dans Belgique dans et le un chat, en Italie. ça réagit pas non plus beaucoup. Personne n'a les je pense que les t'as posé monuments. une colle au chat. Ouais. Ça nous rassure un petit peu. Il y a un des 2 tours qui se passe en Belgique, les gars. Qui a eu lieu il y a pas longtemps. Ça vous dit rien? Liège-Bastogne. Oui, mais une autre course. Ah, oui. Qui s'appelle le Tour des Flandres. Oui. Ouais. Et le dernier, c'est un tour en Italie. Le tour en Italie. En Italie, mais on n'a pas déjà dit en Italie. Si, mais il y en a 2. San Remo, il doit y en avoir une autre. Le dernier, c'est le Tour de Lombardie. J'aurais jamais su le dire. Voilà. Donc maintenant, vous connaissez les 5 monuments du cyclisme. Attention, prochaine émission. Ça va revenir. Est-ce qu'il y a un tour en Italie où ça inclut de s'arrêter pour manger des pâtes et des pizzas? Là, ça pourrait m'intéresser. Je ne sais pas. C'est l'apéro, hein. Oui, Exactement. Mais justement, Prési Joss, cette chronique est faite pour toi, donc t'inquiète.
Donc, comme je vous ai dit, il y a eu des petites pauses, notamment au début du XXe siècle. Enfin, il y a eu une grosse pause de 14 ans et après, la course est revenue. Je reprends mes notes parce que je ne sais plus où je suis. Ah oui, à terme, cette course, elle devait se transformer en Liège-Paris-Liège. Qui est plus audacieux. Un peu plus, mais ça ne s'est jamais fait. Et la première édition, du coup, qui a eu lieu en 1892, elle n'a pas du tout ni commencé ni terminé à Liège. Du coup, ça je l'ai. Je pense que c'est une de ces infos. Je sais, de temps en temps, on a des informations, des souvenirs qu'on garde, mais sans vraiment savoir pourquoi. Ça, je crois que j'ai entendu dans un commentaire de Rodrigo Benkens, vraiment à l'ancienne. Je pense que c'était à Spa. Waouh, bravo! Okay. Même sans les propositions, Rodrigo. Sans rien. La toute première course, c'était Spa, Bastogne, Spa. J'avais des propositions, mais voilà. Très bien, bravo, donc vous l'aurez compris, Liège-Bastogne-Liège, c'est vraiment un des événements cyclistes les plus suivis en Belgique. Et on parlera de la dernière édition, donc là, qui a eu le dimanche dans quelques minutes. Mais j'aurais une dernière petite question avant de continuer pour vous. Une barre de quiz là. Attends, pour montrer notre ignorance au public. Non, c'est bon, c'est la dernière question. Est-ce que vous savez qui détient le nombre le record de victoires de Liège-Bastogne-Liège? Est-ce qu'on a des propositions? Il n'y a pas de proposition parce que vous le connaissez tous. Est-ce qu'il a un surnom Ouais. Voilà. Mais oui, c'est cadeau celle-ci. Oui, pour la petite anecdote aussi, j'ai un de mes colocs qui est fan de cyclisme, qui va rouler à vélo tous les week-ends et il a 2 vélos collector, dont un de Merckx et un du Tour de France de je ne sais plus quel machin. Enfin bref, et le truc, il ne le sort pas, il est même dans sa chambre le vélo, genre vraiment, ils sont... voilà. Donc, bien joué. Il détient un record, c'est 5 victoires. Pour l'instant, il n'y a personne qui l'a Big up Maxoum qui l'a égalé. Pour courir à Spa, il faut mettre les gaz. Certes, continuons. Donc, faut savoir Guy aussi... n'est pas en plateau, du coup, oui, il faut que Président prenne la relève quelque part. Hein. Donc Liège-Bastogne-Liège, elle est aussi considérée comme une des courses les plus difficiles, à ce jour, les courses d'un jour les plus difficiles, pour 2 raisons. Il y a sa longueur, elle fait en général entre 250 et 260 bornes. En un jour? En un jour, tout à fait. Pardon. Et il y a aussi pas mal de montées en fait, qui s'enchaînent, il y en a en moyenne 12. Et ça grimpe, du coup, il y a plusieurs possibilités d'attaque. Mais je ne vais pas aller plus loin dans les côtés techniques, c'est pas le but aujourd'hui. Normalement, j'ai une image du parcours de la dernière édition. Si la régie nous entend. Est-ce que tu m'entends? Normalement, j'ai une image du parcours de la dernière édition pour montrer l'enchaînement de... Oh, merci pour le follow, Gwenacap. Gwenacap qui nous suit, ça bienvenue. Fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc là, en fait, vous avez le parcours de l'édition de dimanche et vous voyez toutes les montées qui s'enchaînent là, comme ça. Enfin bref, ils n'ont pas le temps de se reposer, quoi. Donc c'est une course qui est particulièrement difficile ou Oui, oui. C'est bien clair. Voilà, donc on peut enlever... Merci, on peut enlever l'image. Bon, ce parcours-là, il fait quand même moins peur qu'une étape dans les Alpes, par exemple, pendant le Tour de France, mais ça reste quand même super intense. Je change de feuille. Cette année, l'édition de 2023, elle a eu lieu dimanche, du coup, et sa distance, elle était de 258,8 km, donc l'une des plus longues qui existait. Et ah non, j'ai encore une question pour vous. Oui, encore. C'est reparti. Est-ce que vous savez qui a gagné dimanche? Oui, quand même. Du coup Remco Evenepoel. Oui, bravo. Qui d'ailleurs, pour la petite c'est les 2 seuls cyclistes que je connais, au final. Remco Evenepoel et Merckx. On a une image de Remco Evenepoel en régie si... Ah, nice, merci. Tu sais qu'avant, il était aussi dans les écoles de jeunes d'Anderlecht en football. Et il aurait pu percer ça, dans on le l'a football vu en réunion, jusqu'à ses 17 ans, je pense qu'il était... C'est un garçon qui doit être doué dans beaucoup de sports différents et qui est un athlète complet, visiblement. Ouais. Et donc Remco Evenepoel, il fait partie de l'équipe, oui parce qu'il y a des équipes en vélo, Soudal Quick Step, et c'est la 2e année consécutive qu'il remporte la course Liège-Bastogne-Liège. En 2e place, on a eu le Britannique Thomas Pidcock, et en 3e, Santiago Buitrago, désolé pour la prononciation, c'est la première fois que j'entends son nom. Et en fait, cette course, elle a été particulièrement marquante. Personnellement, au début, avant qu'elle commence, je voulais que Evenepoel remporte la course, mais il y avait un certain Tadej Pogačar sur la ligne de départ. Et en fait, Pogačar, pour l'instant, il gagne tout. Enfin bref, c'est un des grands favoris. Et en fait, cette course, elle a été marquante parce que Pogačar, 80 bornes après le départ, il est tombé, il a fait une chute et il s'est fracturé le poignet. Du coup, abandon du favori. Et là, Evenepoel, il fonce et puis il défonce tout. Après, vous allez me dire, mais
Qui c'est qui se pose devant sa télé et qui regarde le vélo, franchement Moi, j'allais te dire, mais on l'a dit. D'accord. Ça pète vraiment le score. Mais justement, en fait, ce qui s'est passé aussi dimanche, c'est que donc la course des messieurs a été diffusée sur la 1 et des dames a été diffusée sur Typique. Bon, ça, soit ça. Et ben, c'est diffusé, c'est déjà un point. Mais non, mais attends. Non seulement ça a été diffusé, mais ils ont pété tous les scores d'audience. Ils ont fait une part d'audience historique parce que la course messieurs, elle a en moyenne eu 43% de part d'audience. C'est-à-dire que 43% des Belges devant leur télé regardaient Liège-Bastogne-Liège. C'est un record historique. Et même la course dames, elle a eu 11% de part d'audience, ce qui est évidemment moindre par rapport à... Mais qui reste honorable. Mais qui reste tout à fait. Donc voilà, la RTBF s'est félicitée, des bons résultats et tout. Donc il y a du monde qui regarde le vélo et il y a beaucoup de monde, surtout en Belgique. Est-ce que Remco, il n'y est pas pour quelque chose aussi? Parce que, si, sûrement, mais les 43%, c'était pas à la fin, c'était en moyenne. Ah oui, d'accord, mais le fait que, il était titré, etc. Récemment, peut-être que ça a joué sur le fait que les gens se sont intéressés un peu plus parce qu'il a vraiment fait les titres mais en fait, à un moment. Justement, ça c'était un peu la dernière partie que je voulais aborder. On te spoil ta chronique, nous deux. C'est très bien, il y a des transitions, c'est parfait. Mais parce qu'en fait, en Belgique, la Belgique, c'est une terre de vélo et c'est l'un des sports où la Belgique est largement présente, voire surpasse beaucoup d'autres nations. Et c'est pour ça aussi que, on peut être fiers. C'est pour ça que les gens ils sont devant leur télé aussi, parce que la Belgique s'illustre. Et qu'on a eu forcément l'ère Merckx qui a marqué, mais on a eu pas mal d'autres. Actuellement, il y a Van Aert et Evenepoel qui raflent beaucoup de choses aussi, mais entre deux, il y a Philippe Gilbert qui a pris sa retraite aussi l'année dernière. Qui a marqué l'histoire, il y a aussi Tom Boonen qui a... Exactement. En fait, c'est vraiment cet aspect culturel, c'est pas uniquement grâce à Remco et Evenepoel, c'est qu'en fait, pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup d'athlètes belges qui ont performé à très haut niveau dans le cyclisme et qui contribuent justement à ramener des générations sur le cyclisme. Quoi. On a un cliché dans le chat, d'ailleurs, en parlant de culture. Ils regardent le vélo à la télé dans leur fauteuil avec une bière et un paquet de chips. Eh bien, c'est très cliché. Tout à fait. Et on adore ça. Hello Margella. Hello Margaïla, bienvenue dans cette émission. Belle chronique, merci. Merci Tariq. Alors, grosse pensée pour Tariq qui devait être avec nous ce soir, qui devait faire cette chronique. Et là, il serre la mâchoire. Qui a quelques soucis de santé et qui ne peut pas être avec nous malheureusement. Voilà, et on espère que ça va mieux en tout cas. Ouais. Et on te fait bisous. Et moi, je voulais juste terminer en disant qu'en fait, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de familial et de générationnel. Enfin, moi, personnellement, c'est mon papa qui m'a passé cette passion du cyclisme. Et que s'il n'y a pas quelqu'un qui te transmet justement ça, un parent, un grand-parent ou quoi que ce soit, tu vas pas forcément t'y mettre toi-même, quoi. Parce que oui, c'est des beaux paysages, mais derrière, il y a toute une histoire de stratégie. Enfin, moi, pendant le Tour de France, je sais pas ce que vous avez pensé de ça, mais avec mon papa, on a un site où on crée notre équipe, où on choisit des coureurs, etc. Et en fonction des résultats dans les étapes, dans la vraie vie, quoi, nous, on marque des points et tout, et du coup, on a un classement, on se passe devant. Enfin bref, il y a toute une stratégie aussi. Mais ce qui est super intéressant, je trouve, avec le cyclisme, c'est qu'il y a beaucoup d'attachement au lieu, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des endroits mythiques, des passages dans les courses, on se dit ok, tel col ou telle montagne, c'est le moment stratégique où tout va se passer, c'est tel endroit, il s'est passé ça en 1967. Et ça, c'est vraiment un truc qui est super intéressant parce que via le sport même du cyclisme, on arrive à avoir des infos qui sont culturelles, des infos sur la géographie des lieux, des infos sur l'histoire des lieux. Et c'est, je trouve, même si je ne suis pas forcément client de cyclisme, malheureusement, c'est ça qui fait aussi beaucoup l'attrait du sport, c'est toutes les infos à côté qu'on peut avoir vis-à-vis de ça. Mais je pense que ça dépend des gens, parce que moi j'entends, il y en a qui regardent parce qu'il y a du challenge sportif, il y en a qui regardent pour les paysages, il y en a qui regardent pour les deux, il y en a qui trouvent l'un ou l'autre plus ennuyeux. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y en a aussi pour un peu tout le monde. Et après, si vous voulez qu'on regarde le Tour de France l'été prochain, que je vous initie, que je vous passe le flambeau. Pour la caravane du Tour de France, on est sur place pour ça. C'est incroyable, la caravane du Tour de France. Il y a un truc où vraiment, il y a des gens qui parlent de la caravane du Tour de France. Ah, tu te souviens, c'est exceptionnel, la caravane, c'est quelque chose qui est symbolique. Quand elle passe, il y a tous les sponsors, etc. Enfin, c'est vraiment... Mais ça, je te rejoins sur le côté familial, parce que moi, j'allais avec mes grands-parents voir ça, quoi. Quand j'étais petite, j'ai vraiment des souvenirs de ça. Et rien que quand le Tour il est passé l'année dernière, en Belgique, le Tour de France, il a fait sa 6e étape, elle débutait à Binche, il me semble. Ça a été un gros événement, quoi. Ça a été
Et là, tu vois beaucoup de familles, par exemple, qui rejoignent, qui viennent assister au départ. Et on dit dans le chat, Augustin qui me dit dans le chat, heureusement qu'il y a le vélo pour se rattraper des résultats de football. Chouchou pour Jonas. Oui, je sais pas si tu parles d'Anderlecht ou de la Belgique en général, mais pour Anderlecht c'est vrai. Pour la Belgique, on a quand même quelques sports où on peut performer, heureusement. Avec une casquette cochonou en souvenir, le meilleur souvenir de la caravane, la casquette cochonou, il faut se battre pour en avoir une. Enfin, voilà, la régie de retour. Oui, et merci d'avoir été réactif quand même. On a appris plein de trucs. On a beau ne pas être criant, on ne peut pas ignorer que c'est quand même un aspect important du sport belge. Donc, Tout à fait. Et nous sommes de retour. Re-bienvenue pour ceux qui sont là et bienvenue pour ceux qui ont débarqué entre deux sur le, sur le petit carton. Oui, merci. Nous accueillons aujourd'hui Julien Bossler ou Bosselet ? Bossler. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'avoir avec nous ce soir. Et alors, pour vous présenter, Julien, du coup, il est journaliste au soir au service économie. Depuis le début de ta carrière, tu es passé par pas mal de choses. J'ai vu pas mal de médias. Oui. Voilà. Et depuis 2013, tu travailles au soir ? Oui. C'est ça. Et tu es chargé de suivre du coup l'actualité de la consommation et du commerce. C'est ça, exactement. Alors, si on t'a appelé ce soir, c'est pour parler d'une histoire qui dure en Belgique depuis quelques semaines maintenant. On va parler de Delhaize. Parce que le 7 mars dernier, il y a la direction de Delhaize qui a annoncé que les 128 magasins qui étaient encore en gestion propre en Belgique allaient être franchisés. À partir de là, il y a eu un gros soulèvement de la part des syndicats et des travailleurs, des magasins fermés qui ont réouvert depuis, des piquets de grève, enfin bref. Ça fait beaucoup de bruit et le truc c'est que ça dure, les négociations sont au point mort. Et aujourd'hui, ça fait quelques semaines quand même qu'on se dit est-ce qu'on n'inviterait pas quelqu'un pour parler de Delhaize parce que effectivement, on a déjà fait des chroniques dessus en parlant des manifestations, en essayant de rappeler ce que c'est qu'un magasin franchisé. On a essayé de faire une chronique, je crois qu'il y a 2 émissions, mais là on disait que ça a Et n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube. Là ça a pris tellement d'ampleur qu'on s'est dit il faut vraiment qu'on parle de ça en profondeur. Et c'est qu'on pour fasse ça un on est point, très content que tu sois là avec nous ce soir. Alors du coup, pour commencer, pour un peu saisir le contexte, est-ce qu'on pourrait rappeler d'où part Delhaize et pourquoi on en est là aujourd'hui ? Parce que de base, Delhaize, c'est quand même une entreprise familiale. Oui, c'est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 150 ans. Au départ, ce sont vraiment des épiciers qui se sont développés, de plus en plus développés, jusqu'à introduire en fait le modèle du supermarché en libre-service en Belgique dans les années 50, dans cette commune-ci à Ixelles. Et donc cette histoire familiale, elle s'est tellement développée qu'elle s'est internationalisée d'abord au niveau européen et puis au niveau international, au niveau transcontinental, puisque Delhaize est partie aux États-Unis, sur la côte Est. Et en fait, au fil du temps, l'actionnariat familial s'est dilué. Voilà. Avec les héritiers qui arrivaient au fur et à mesure aussi ? Absolument, et puis aussi l'arrivée de gens qui n'avaient rien à voir avec la famille, avec l'esprit de base. Il y a des investisseurs qui sont arrivés, puisqu'on parle vraiment d'un géant qui a été croqué le marché américain, qui d'ailleurs n'a pas réussi à complètement retomber sur ses pattes d'ailleurs au niveau américain. Bref, il y a eu donc dilution de l'actionnariat et aussi dilution de l'esprit originel en fait de cette enseigne. Donc ce côté familial, au fil du temps, il s'est perdu. Mais tu disais en préparant l'interview qu'ils essayent quand même de capitaliser toujours sur ce côté petit épicier. Bien sûr, ça fait toujours partie de leur... Donc même maintenant, ils essayent encore de se donner cette image d'une petite entreprise. Oui. Et là, avec ce qui se passe, ça va être plus difficile pour eux de... Oui, donc il y a effectivement le marketing et soyons de bon compte, donc il n'y a pas que Delhaize qui joue sur le côté sympathique, local, belge, alors qu'en fait l'entreprise ne l'est plus. En fait, en 2016, il y a eu fusion avec Ahold aux Pays-Bas. Plus de l'observateur d'ailleurs ne parle pas de fusion, mais plutôt d'absorption de Delhaize par Ahold pour créer ce géant
dont le centre de décision s'est délocalisé aux Pays-Bas. Et c'est de là que tout est parti. Enfin, je veux dire, ce mouvement de fusion, il résulte, de franchisation, il résulte de la fusion finalement. Alors oui, bon, en fait, ce qui se passe, c'est que Delhaize est devenu un tout petit, Delhaize Belgique est devenu un tout petit machin au sein d'Ahold Delhaize. C'est moins de 5% du chiffre d'affaires. Les supermarchés intégrés, c'est 45% de ces 5%. Et bon, à un moment, il y a des comptes qui se font par pays. Et donc, Ahold Delhaize a estimé qu'en Belgique, il y avait un retard en termes de rentabilité par rapport aux autres pays. Donc la Belgique ne rapportait pas assez. Et donc clairement, voilà, il y a eu des red flags pour la direction en Belgique. Il fallait absolument renouer avec une rentabilité plus appuyée. Et la réponse de la direction belge, c'était effectivement de procéder à cette cession des supermarchés intégrés. Et de passer à la franchisation. Franchise que Delhaize connaît très bien, puisqu'en fait, il y a 128 magasins intégrés, gérés directement par Delhaize, mais il y a 623 autres magasins qui sont, eux, déjà des franchisés. Et justement... je pense qu'on va enchaîner sur cette question. Exactement la même question. Oui, c'est ça. Mais vas-y, je t'en prie. Du coup, c'était pour savoir, vous rappelez assez simplement ce que c'est une franchisation, une franchise, oui. Et quels sont les avantages d'une franchise par rapport à un magasin en gestion propre, un magasin intégré? Alors en fait, le principe de la franchise, c'est qu'on a une idée, on a un concept, on a des produits, on a une recette globale pour faire du business. Et en fait, on va louer ce concept-là, et même les murs, et assurer l'approvisionnement même des magasins à des entrepreneurs indépendants. Alors quel est l'intérêt pour un entrepreneur indépendant? Il lance pas son petit business tout seul, il vient profiter du nom d'une grande marque, et il a déjà tout qui est en place. On lui dit déjà, on va lui fournir des produits, puis on lui dit, écoute, pour ton business, tu vas faire ça, ça et ça, tu as une marge de liberté sur telle ou telle chose, mais donc, boum, tu te lances et... il y a des garanties en fait pour l'entrepreneur, le gestionnaire qui se lance, il y a des garanties. Des garanties, disons il sait qu'il va être soutenu par la grande enseigne. Le franchiseur a tout intérêt à ce que le business fonctionne. Maintenant, bon, c'est de l'entrepreneuriat, il peut se casser la gueule aussi, évidemment, mais disons que c'est une manière de faire du business qui est devenue extrêmement commune. Bon, c'est aussi vieux que McDonald's, où il n'y a aucun restaurant McDonald's qui n'est pas franchisé. Voilà. Et l'avantage pour la franchise, pour Delhaize, qu'est-ce que c'est alors du coup de déléguer un peu la gestion de ces magasins à un alors pour Delhaize, l'intérêt, c'est de se dire, je ne gère plus 9200 personnes, c'est-à-dire les membres du personnel Delhaize actuellement occupés dans les 128 franchisés. Donc ça ne sera plus mon problème. Donc tout le passif social, c'est plus moi, ce sont des indépendants. Et moi, Delhaize, je vais pouvoir fournir ces franchisés avec de la marchandise, 90%, je dis 90%, une proportion très importante de l'assortiment doit être composée des produits fournis par Delhaize, qui va se prendre une commission dessus. Moi, Delhaize, j'ai la propriété des murs de la plupart des supermarchés, je vais les louer, et je vais avoir des droits de franchise payés aussi par les entrepreneurs en question. Donc c'est un argument plutôt pour le profit oui. Pour Delhaize, c'est ça, c'est pas une vocation de déléguer une sorte de principe de subsidiarité, c'est pas pour que tel magasin gère un petit truc au niveau local, puisse s'occuper un peu de la vie du quartier, c'est vraiment dans une... Alors évidemment, il y a l'argumentaire de Delhaize qui est de dire que quand ils observent leurs magasins intégrés et leurs magasins franchisés, eh bien, les franchisés fonctionnent mieux que les intégrés. C'est-à-dire que... je vais prendre ça autrement, il y a un passif du côté des magasins intégrés, il y a un problème qui est là depuis un certain temps. On estime que 2/3 des magasins intégrés sont en perte en fait. Delhaize a cité une croissance négative de 1,1% pour ces intégrés et positive de 3,5% pour les franchisés.
Donc il ne faut pas nier qu'il y a un souci de modèle avec les intégrés et que Deleuze n'est pas arrivé à les rendre suffisamment rentables, en tout cas pas assez au goût de la maison mère à Haute-Deleuze. Les objectifs n'étaient pas rencontrés. Pour rester dans la franchise, il y a Sylvie sur le chat qui nous dit « N'est-ce pas pour les employés que c'est problématique? Les salaires et avantages ne doivent pas être pareils ?» Bien entendu, sinon c'est un peu le cœur du problème. Donc effectivement, je ne vais pas commencer à entrer dans les notions de commission paritaire, je ne vais pas assommer les gens avec des termes techniques, mais effectivement, quand on travaille dans un magasin franchisé, on n'a pas accès au même niveau de salaire, on ne preste pas le même nombre d'heures pour le même salaire, on n'a pas des primes particulières au fil de l'année, on ne jouit pas non plus des mêmes protections parce qu'on n'a pas forcément une délégation syndicale pour nous défendre de manière collective importante. Donc en fait, effectivement, oui, on peut le dire, c'est objectivable. Les gens qui travaillent dans des franchises au niveau alimentaire, ils travaillent dans des conditions moins bonnes, quoi. Voilà, des conditions de travail et des conditions salariales qui sont moins bonnes. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qui va se passer pour les 9200 travailleurs de Deleuze? En fait, là, l'idée, ce n'est pas de leur dire brutalement, les gars, vous êtes gentils, mais vous allez gagner moins de sous. Vous allez travailler le dimanche et vous serez totalement flexible. On leur dit qu'on va, en fait, dans la cession de l'activité, transférer leur contrat aux mêmes conditions. C'est ça que dit Deleuze. Personne ne sera licencié et tout le monde gardera les mêmes conditions d'emploi. Et malgré ces garanties, ce qui retient aussi l'intention et ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est le grand mouvement syndical et travailleur autour de cette mise en franchise. Oui. Et malgré les garanties que tu viens de rappeler par Deleuze, oui, le fait que personne ne sera viré, le fait que personne ne sera mis à disposition de la franchise comme ça, comme des malpropres, il y a quand même un grand mouvement syndical qui s'inquiète. Est-ce que tu peux nous rappeler, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'inquiète exactement? Alors, le problème principal que les syndicats reprochent à la direction, c'est le fait que la direction se lave les mains de tout le passif social, hein, et de la gestion de tous ces gens. La direction se laverait donc les mains par rapport à tous ces gens qui sont salariés, qui ont un contrat Deleuze, et les céderait à des indépendants. L'idée, c'est que, ok, les contrats vont être transférés, ok, on ne peut pas, à cette occasion-là, dans le cadre de cette convention collective 32 bis qui est régulée légalement, on ne peut pas virer les gens là comme ça immédiatement et se dire il y a 60 personnes ici, je vais en prendre que 30 d'ailleurs finalement. Donc non, le franchisé, dans le transfert d'activité, il est obligé de reprendre les gens. Maintenant, le problème, évidemment, c'est la suite des événements. C'est-à-dire que pour les mois ou les années à venir, il n'y a pas de garantie totale d'emploi pour les personnes. Parce que le franchisé, il peut à un moment changer les règles du jeu et faire pression sur les employés. Et ça, c'est-à-dire en fonction si ça fonctionne ou pas, et dans 1, 2 ou 3 ans, voilà, j'ai plus besoin d'autant de monde, ça fonctionne pas assez bien pour garder autant de monde. Et là, à ce moment-là, les travailleurs n'auraient plus de garantie. Il y a plusieurs possibilités négatives, hein, parce que ça peut très bien se passer aussi, mais il y a plusieurs perspectives qui peuvent être pas très sympathiques. Donc la pire, c'est de dire aux gens, écoutez, j'ai pas besoin de vous, toi et toi, vous coûtez trop cher, je vous vire. Ça peut être aussi une pression pour revoir les conditions de travail, avec des avenants au contrat. Puis bon, il y a aussi un truc qu'on n'évoque pas, mais c'est qu'un franchisé, c'est un indépendant, c'est un entrepreneur qui est tout seul, il peut faire faillite aussi. Oui. C'est absolument pas de l'intérêt de Deleuze qui va tout faire, évidemment, pour que les indépendants là réussissent, hein, oui, ces entrepreneurs réussissent dans leurs projets, mais c'est pas impensable qu'il y ait des faillites, quoi. Voilà. Et puis, ce qui inquiète aussi beaucoup les syndicats, c'est le fait que contre tous les risques que tu viens un peu de lister, le fait que les magasins sont mis en franchise, ça veut dire qu'il y aura potentiellement moins de protection syndicale. Exactement. Tu vas nous rappeler la règle, mais... Exactement. Donc actuellement, on a 9200 personnes. En fait, c'est plus parce que je ne compte pas le siège où il y a 1400 personnes, je ne compte pas la logistique où il y a plus de 2000 personnes. Mais donc, les syndicats, actuellement, ils font une défense collective avec une base extrêmement large. Demain, c'est déjà plus acquis qu'il y ait des délégations syndicales
dans ces magasins franchisés, parce qu'en fait, une délégation syndicale n'est pas obligatoire légalement en dessous de 49 personnes. Donc il faudrait qu'il y ait un franchisé. Jusqu'à 49, il n'y a pas de délégation syndicale. Il faudrait déjà qu'un magasin ait au-delà de 59 salariés, on ne compte pas les students dedans. À partir de 50. À partir de 50, là, il pourrait y avoir une délégation syndicale. Voilà. Et c'est rare, je suppose, chez les franchisés. C'est tellement rare que je crois que ça n'existe pas vraiment. En fait. Ok. Et donc, pardon. C'est d'autant plus rare que bien souvent on voit que les franchisés s'organisent pour fractionner leurs activités de façon à ce qu'il n'y ait pas effectivement de représentation syndicale. Et est-ce qu'on voit plus par exemple de students dans les franchisés que dans les magasins intégrés ou pas forcément Alors oui, bien entendu. Donc c'est intéressant parce qu'en fait dans la convention collective de travail, dans les accords en fait que les syndicats ont passés avec la direction, actuellement dans le modèle actuel, l'idée c'est qu'on ne dépasse pas 12,5% des gens, d'employés qui ont des contrats dits précaires, dont notamment des étudiants, des intérimaires. Mais évidemment, dans la franchise, on n'est pas du tout tenu à ce type d'accord-là, parce que déjà on ne négocie pas trop avec des syndicats, et le recours aux étudiants, il est massif. Donc aller dans un Proxy Delhaize, dans un Carrefour Express, vous voyez bien qu'il y a énormément d'étudiants, quoi. Ne fût-ce que pour assurer des tranches horaires ou des jours comme les ouvertures du dimanche, il y a en fait vraiment beaucoup plus d'étudiants que dans des magasins dits intégrés. Ce qui m'a marqué, ce que j'ai appris et que tu nous as rappelé tout à l'heure quand on s'est appelé pour préparer l'interview, c'est que tout ce qui est Shop & Go, Proxy, etc., c'est d'office franchisé. C'est ça. Shop & Go, Proxy, AD Delhaize, ce sont des enseignes franchisées, c'est 623, enfin bon, je m'y perds. Plus de 600, voilà. 600 magasins qui sont effectivement tenus par des franchisés. Attention, ça se passe bien aussi, hein, c'est pas l'enfer, donc il ne faut pas non plus caricaturer la franchise en disant que les gens vont souffrir et que c'est la fin. Faut aussi se dire, et ça c'est aussi un contre-argument par rapport à la défense, à la réaction syndicale, c'est de dire qu'il y aurait peut-être eu un plan de licenciement des gens, une procédure Renault pour évacuer des centaines, des milliers de travailleurs, fermer des magasins. Donc c'est une manière de faire survivre l'enseigne, quoi. Voilà. Et on connaît des franchisés chez qui ça se passe très très bien, où il n'y a pas de délégation syndicale, mais le patron est sympa et règle les choses en bon gestionnaire. On connaît aussi des franchisés où ça se passe de manière absolument épouvantable. Et où on a même vu des cas où il y a même des gens qui ne sont pas déclarés, quoi. Voilà. C'est ce que tu nous rappelais avec l'exemple de l'AD Delhaize en SPAC, qui était effectivement fermé un moment parce que, l'inspection sociale a découvert qu'il y avait des gens qui étaient illégaux, enfin qui travaillaient en noir, quoi. Et tu parlais à l'instant de la procédure Renault, donc qui est quelque chose qui est quand même très important et qui inquiète aussi beaucoup les syndicats qui sont énervés un peu puisque ils accusent Delhaize de vouloir contourner cette procédure Renault. Est-ce que tu peux nous dire un mot qu'est-ce que c'est et comment, selon les syndicats, Delhaize contourne cette procédure? Alors, il y a un truc qui est assez clair concernant le siège. Donc au siège, en fait, il y a 1400 personnes. Et Delhaize projette en fait de supprimer 247 postes de personnes qui ont des contrats à durée indéterminée, plus 33 de personnes qui sont intérimaires ou qui ont des CDD, enfin bon bref. Et donc là, on dépasse 10% du personnel, donc on est dans les critères d'application de la loi Renault, et donc les syndicats disent il faut procéder à un plan de licenciement collectif, avec toutes les règles que ça suppose. Donc tout ça est ultra cadré, et donc Delhaize répond non, parce qu'en fait, on ne veut pas nous virer des gens, on veut supprimer des postes, et on les supprimera au fil de la franchisation, qui va prendre plusieurs mois, plusieurs années. Donc nous, on ne veut pas se séparer de 250 personnes comme ça, de manière sèche, boum, voilà. Donc ce sera graduel, donc ça n'entre pas dans ce contexte-là. Parce que la procédure Renault, on rappelle, c'est à partir du moment où on supprime, alors je crois que je me mélange un peu, je crois à partir du moment où on supprime 60 employés tous les 30 jours, oui, c'est ça, voilà. Il y a des critères, chiffrés. Temps qui se passe à ce moment-là. Et en fait, ce que disent les syndicats, donc là on parle du siège, et concernant les magasins intégrés, les syndicats disent, ok, soit vous renoncez à ce plan de franchise, hein, c'est la revendication première des syndicats, ou à défaut,
vous lancez une procédure Renault pour le personnel. Et c'est ça, et c'est 30 personnes dans un délai de 60 jours. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est, avec une procédure Renault, c'est de permettre aux gens, parmi ces 9200 personnes qui ne veulent pas passer entre les mains de patrons indépendants, mais c'est leur permettre en fait de partir et d'avoir une indemnité de licenciement. C'est pour éviter cette indemnité que Deleuze sûrement essaye de dire qu'ils ne vont pas virer ces gens, mais qu'ils vont les répartir dans les Voilà, Deleuze répond, dans les franchises. Nous on n'a pas besoin de virer des gens, les 9200 personnes sont indispensables. Puisqu'on va les répartir et qu'on a besoin d'eux dans nos magasins franchisés. Voilà, les franchisés auront besoin de ce personnel. Effectivement, là aussi, c'est pas parce qu'on passe en franchise que brutalement on n'a plus besoin d'autant de monde. La question, c'est de savoir si on a besoin de ces gens-là, précisément. Et puis si les gens-là vont faire les mêmes tâches qu'avant, aux mêmes conditions, etc. Voilà. Je me souviens dans un podcast justement du soir, qui était allé voir les travailleurs en disant que certains s'inquiétaient beaucoup des conditions de travail, pas forcément de savoir s'ils allaient avoir un poste ou non, mais il y en a qui s'accrochaient, qui avaient parfois passé des carrières complètes chez Deleuze et qui s'inquiétaient d'un coup de voir passer de la caisse à l'étalage, etc. Oui. Est-ce que ça, il y a des risques que ça se produise comme ça pour ces travailleurs? Je vois mal un franchisé accepter d'avoir quelqu'un qui fait que la caisse ou qui fait que le réassort ou qui serait vraiment cantonné à des fonctions ultra précises. C'est quelque chose d'ailleurs qui dans la grande distribution tout à fait en perte de vitesse en fait. Donc là on parle de flexibilité et à un moment les gens vont travailler là où c'est nécessaire. Moi, j'étais dans un Deleuze qui avait rouvert pour aller voir comment ça se passait, pour y faire un reportage. Et donc, j'ai vu un jeune gars, je ne sais pas s'il était étudiant, enfin, j'en sais rien, il était au réassort et quand je suis passé à la caisse, il était à la caisse. Oui, donc ça va flexibiliser le travail des gens qui vont bosser là-bas. Alors, effectivement, c'est peut-être un peu moins compliqué pour des gens qui sont assez jeunes, dynamiques, qui sont dans ce truc d'adaptation. Mais il y a des gens qui ont 20-30 ans, qui ont 20-30 ans de maison, qui ont dépassé la cinquantaine et qui veulent pas, qui veulent être cantonnés à des tâches beaucoup plus précises. Que eux pensent maîtriser mieux. Ouais. Voilà. Alors on a une longue question dans le chat, il y a le Cause qui dit, d'ailleurs coucou, qui dit Deleuze avance un manque de rentabilité, n'y a-t-il pas trop de supermarchés en Belgique au final? Quand on voit le groupe Colruyt qui ferme 6 magasins, Dreamland, Dream Baby, alors qu'ils sont leaders sur le marché, la concurrence n'est-elle pas trop forte, que ça soit dans l'alimentaire ou le non-alimentaire? Oui, donc en fait, c'est clair qu'il y a un problème en Belgique. Donc il y a 3,4 magasins par 100 000 habitants. Aux Pays-Bas, il y en a 1,79. Donc c'est pas une nouveauté, il y a trop de magasins en Belgique. Le cas Dreamland, Dream Baby, c'est vraiment, on ne peut pas le comparer à Deleuze. On est vraiment sur autre chose parce qu'on parle du marché du jouet, et tout. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est sûr que même en termes de supermarché, il y a une surabondance de l'offre. Et donc du coup, par magasin, à un moment, les gens n'ont pas des moyens extensibles. Donc c'est pas parce qu'il y a plus de magasins qu'ils dépensent plus. Et donc, on se retrouve dans quelque chose, dans un carcan, dans une enveloppe fermée. Donc il y a trop. Actuellement, on le sait, les négociations sont au point mort, c'est-à-dire que au niveau politique, on essaie quand même de faire parler les deux parties, d'un côté la direction, de l'autre côté les syndicats, mais ça n'avance pas, ça n'aboutit pas. Rien que lundi, il y a eu un conseil d'entreprise, il me semble, qui n'a rien donné au final. Finalement, comment ça pourrait terminer en fait cette histoire? Ça dépend si on est idéaliste ou si on est très réaliste et un peu pessimiste, quoi. Voilà, donc ce serait quoi la vision idéaliste? La vision idéaliste, c'est qu'il y ait une pression telle que la direction renonce à son plan ou fasse des aménagements, voire qu'elle annonce, qu'elle reconnaît finalement que son histoire était un coup de poker et qu'elle ne voulait franchiser qu'une partie des magasins. On peut rêver, c'est sympa, mais en fait c'est pas ce qui va se passer. Vu l'état du rapport de force, c'est ça ce que nous disons en préparant l'émission, c'est que vu l'état du rapport de force entre l'entreprise, la maison mère qui a, semble-t-il, bien préparé son projet et les forces syndicales qui sont composées comme de travailleurs plutôt précaires dans la grande distribution, il y a forcément, le temps va jouer contre les forces syndicales et pas contre la maison mère, ce que tu nous expliquais. En fait Deleuze, c'est pas une PME, c'est une multinationale derrière. Donc en fait, en établissant ce plan, ceux qu'ils ne reconnaissent, ils ne parlent pas de ça, mais ça paraît évident quand on interroge des experts de la distribution. Ils ont préparé ce plan avec de l'argent en réserve,
avec l'idée qu'il fallait tenir un certain temps parce qu'ils pouvaient prévoir qu'il allait y avoir un mouvement social. Donc il y a un calcul financier qui se fait à ce niveau-là. Il y a eu des contre-attaques aussi de la part de la direction qui maintenant fait rouvrir les magasins pour limiter la casse financière. Du côté des syndicats et du personnel, on ne joue pas dans la même cour évidemment. Donc à un moment, quand on ne gagne pas spécialement lourd, et les employés de supermarché ce ne sont pas les travailleurs qui gagnent le mieux leur vie en Belgique, à un moment, on est confronté à une réalité, quoi. C'est qu'on n'a pas de sous pour tenir, on doit reprendre le travail d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas indéfiniment être en grève, on ne peut pas être indéfiniment en congé maladie, parce qu'on tombe un moment sur la sécu, enfin voilà, sur la mutuelle, on gagne moins de sous. Et donc, il y a cet aspect financier, il y a autre chose aussi, c'est l'appui de l'extérieur. Oui. L'appui de l'extérieur pour les syndicats et pour le personnel, c'est le politique, ce sont les médias, ce sont les clients. C'est ça, voilà. Les 3 branches. Et les 3 branches sont, je suis désolé de le dire, mais sont déficitaires. Donc au niveau politique, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait un grand soutien, à part le PS qui essayait de faire médiation. Oui. Au-delà de ça, on n'a pas vu de grandes prises de position très fortes de la part du gouvernement en tout cas. Alors oui, effectivement, Pierre-Yves Dermagne, qui est le ministre du Travail et de l'Économie, qui est vice-premier socialiste, lui, il a eu des prises de position orales. Hein. Il a envoyé un médiateur, un conciliateur social, mais on n'a pas entendu le Premier ministre pousser un coup de gueule et expliquer qu'il fallait absolument qu'Ahold Delhaize revoie les choses et enfin ça n'est pas arrivé. Donc, au final, le temps jouerait plus contre les grévistes et contre les syndicats que contre la maison mère. C'est un grand risque. D'autant que au niveau de la clientèle, il n'y a pas non plus une mobilisation ultra massive. Il y a des gens qui sont sensibles à ça, qui sont choqués par ce qui se passe, qui ne veulent plus retourner chez Delhaize, voire qui boycottent l'enseigne. Donc ils répondent en fait à l'appel lancé par les syndicats, un appel au boycott. Mais combien sont-ils? Enfin, quel pourcentage de la clientèle? Il y a aussi des gens qui sont plutôt favorables, que ce soit parmi les travailleurs ou parmi les clients, à une mise en franchise. Oui, absolument. Ça, c'est aussi la réalité. C'est-à-dire qu'au sein des travailleurs, il y a des gens qui sont déjà résignés. Il y a une frange des gens qui voient même les avantages de la franchise, parce qu'ils voient en fait tous les inconvénients du fonctionnement en intégré, toute la lourdeur en fait que ça représente. Et donc, oui, voilà. Et puis du côté des clients, si les enseignes restent fermées, ceux qui ont l'habitude de faire les courses chez Delhaize, ils vont commencer à aller ailleurs. C'est ça. Donc ce qui se passe effectivement, c'est que des gens peuvent prendre des habitudes de consommation différentes. On sait qu'après 2 mois, on peut changer durablement des habitudes de consommation et trouver des opportunités ailleurs. On est donc en fait là, on est le 27 avril. Le 7 mai, on en sera à 2 mois. Bon, c'est pas scientifique et mathématique, voilà. Mais donc, ce qui risque de se passer aussi, c'est déjà ce qui se passe, c'est qu'à un moment, les gens retournent chez Delhaize. Les gens oublient et, enfin voilà, les consommateurs, ce sont des gens qui peuvent avoir à la fois très bonne conscience sociétale. Vouloir se préoccuper des travailleurs, de l'environnement, de la santé, puis d'un autre côté, aller se goinfrer de fast-food, commander sur des grandes plateformes en ligne où l'emploi n'est pas spécialement bien respecté, et poser une série d'actes d'achat qui vont à l'encontre de l'environnement. Ça, c'est la réalité, c'est comme ça. Et même au niveau des médias et de la couverture médiatique, c'est une grève qui dure dans le temps, et en fait, on voit que la couverture décline un petit peu, quoi. Oui. C'est ça, les médias n'aiment pas les temps longs, donc exactement, oui. C'est une histoire du retour. En fait ce qui se passe ici est extrêmement répétitif. Donc, à nouveau, c'est assez cru ce que je dis, mais c'est très répétitif. Donc, en fait, tout le monde se lasse. Les lecteurs, mais avant le lecteur, les journalistes, la presse. Aujourd'hui, il y avait encore un blocage du centre de distribution à Zélic. Voilà, c'est tout relayé ce truc-là. Ça faisait la une avant des journaux télévisés, des sites web, des titres de presse écrites, mais aujourd'hui c'est plus le cas.
Bon, non. On n'a pas le temps d'une petite dernière question? Une toute petite. Toute petite dernière question. Parce que là, je suis pile poil dans les temps, en fait. Voilà. On va juste prendre 2-3 minutes. C'est pour toi qui as l'habitude de couvrir depuis 6 ans les affaires de consommation. Tu nous expliquais aussi que c'était... Il n'y avait rien de neuf dans ce qui se passait là, le combat syndical en grande entreprise avec Deleuze. Et tu nous parlais en fait que cet exemple-là, il transpire des grands choix de société. C'est-à-dire que derrière le cas Deleuze, il y a aussi le droit du travail, nos habitudes de consommation, etc. C'est un peu... Oui, alors bon, il faut quand même dire que ce mouvement de franchisation, ce plan, c'est un choc. Hein. Je veux dire, il n'y a personne qui peut dire que c'était prévisible, super. C'est quand même un truc inédit, quoi. Et on n'a jamais vu un mouvement social dans la grande distribution qui dure aussi longtemps. Donc c'est quand même un truc assez considérable. Maintenant, la franchise ou la mise en franchise, c'est pas quelque chose de neuf du tout. Hein. On l'a vu notamment assez récemment avec Intermarché, qui a récupéré les supermarchés de Mesdac, qui ont été mariés avec Carrefour, et qui ici veut donc mettre en franchise 51 supermarchés. Et de manière générale, oui, en fait, ce qui se passe, dit le patronat, c'est qu'on a une législation sociale en Belgique qui est extrêmement lourde, qui entraîne une absence de flexibilité, d'agilité, et qui entraîne des coûts aussi qui sont beaucoup trop importants et qui nous mettent en fait, qui mettent nos grands commerçants dans une situation extrêmement compliquée de concurrence par rapport aux autres ailleurs en Europe, parce que je vous rappelle quand même qu'on est et qu'avec l'e-commerce les barrières sautent, et avec le commerce transfrontalier les barrières sautent, et donc effectivement on est en train de voir depuis des décennies une dégradation des conditions de travail dans le commerce. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Quand on parle à quelqu'un qui a l'expérience du combat syndical, il va expliquer que depuis au moins 20 ans, ça ne fait que se détériorer en fait, quoi. Les choses vont de moins en moins bien. Et donc, le truc aussi, c'est tout le comportement paradoxal du consommateur qui est là derrière. Le consommateur, il veut tout en fait, et il veut des choses incompatibles. Il veut payer sans cesse moins cher, mais il veut de la meilleure qualité. Il veut pouvoir aller faire ses courses n'importe quand, en ligne ou même en physique. Il veut aller pouvoir faire des courses le dimanche. Tout en protégeant le droit du travail. Mais en même temps, il va jamais dire qu'il veut du mal à la pauvre madame ou pauvre monsieur qui connaît depuis des années et qui travaille dans son supermarché. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est tout le paradoxe de vouloir le meilleur pour soi et pour les autres, et en même temps, dans ses choix de consommation, de faire absolument l'inverse. Alors évidemment, il y a des gens qui sont conscientisés et qui changent totalement leur comportement de consommation, mais bon, voilà, c'est une frange toute petite des consommateurs, ça. Et bienvenue à François, notre ingé son, ingé vidéo national, pour sa dernière avec nous sur le plateau d'Office, qui a bien sûr potassé à fond tous les sujets, et c'est lui qui va être notre expert sur tous les sujets, et notamment sur ta chronique Aline, tu nous reviens du terrain. Puisque tu t'es investi corps et âme pour ta belle chronique. Là, on est vraiment dans l'actu chaude parce qu'il y avait manifestation. Ce matin, je suis rentrée à 13h15 de la manifestation. Qu'est-ce que c'est sexy la vie de journaliste ce matin. Voilà, oui. Ce matin, ils étaient un petit peu à la bourre. Bon, ils ont commencé, je crois qu'ils sont partis à 10h de Gare du Midi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'était quoi la manif? Entre 3000 et 5000 enseignants. Au niveau des chiffres, on sait bien, c'est toujours un peu compliqué à déterminer. Okay. Voilà, c'est le chiffre qui ressort. Enseignants qui manifestaient ici à Bruxelles. Faites du bruit dans le chat, François. Très bien, wesh. La régie est très enthousiaste au passage de notre cher François National. Ouais, vraiment. Bon, là, ça va être un peu moins fun, du coup. Ouais. François, désolé, je te vole la star. Désolé, désolé de poser ça. Et donc, là, c'était la dernière grande manifestation des enseignants pour la fin de l'année scolaire, normalement. Et les syndicats avaient 5 grandes revendications qui sont à peu près les mêmes depuis plusieurs mois, en fait. On ne va pas se mentir, ils reviennent toujours avec les mêmes, mais parce que ça ne bouge pas. Il y avait déjà la surcharge administrative,
la revalorisation de l'enseignement qualifiant, la taille des classes, l'avenir des CPMS. CPMS, vous voyez tout ce que c'est, centres psycho-médico-sociaux. C'est ce qui accompagne le suivi psychologique des élèves et des profs. Ça. Ok. Et l'évaluation des personnels, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui, parce que c'est vraiment ce qui a fait déborder le vase ces derniers temps, et les syndicats, ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux là-dessus, et à tel point, ils ne sont pas d'accord qu'il y avait 2 cortèges différents, en fait. Donc il y avait une seule ils manifestaient à peu près pour les mêmes revendications, mais ils avaient 2 cortèges différents. D'un côté, on avait les socialistes et les libéraux, ce qui comprend la CGSP, le CDCACEL, le CLFP et l'APEL. Et de l'autre, on avait la CSC, qui est le syndicat chrétien. Le KFC. Il était obligé, je voyais, ça le démangeait. Même au plateau, sont très nulles tes blagues, hein, franchement. Ouais, non, même avec la caméra, même avec la pression de la caméra, on rigole, mais... Et la seule chose, c'est pour montrer que le Front commun syndical, il n'est pas complètement rompu. Ils ont terminé tous devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour montrer qu'ils sont quand même encore unis. C'est juste qu'ils ont un petit désaccord. Et avant de se pencher sur l'histoire d'évaluation et sur le désaccord entre les syndicats, on va reprendre les bases. Parce que toutes les revendications, que ce soit l'évaluation du personnel ou les 4 autres, ça découle du pacte d'excellence. Alors, qu'est-ce que c'est le pacte d'excellence ? Dis-moi. En fait, c'est une gigantesque réforme du système éducatif en Belgique francophone qui a débuté en 2015. Il y a eu toute trajectoire. Il y a des mesures qui, petit à petit, sont mises en avant au fur et à mesure que les décrets sont votés, etc. Et ça concerne vraiment, c'est une réforme qui est systémique parce que ça concerne tous les aspects de l'enseignement. Ça m'aime Donc ça concerne vraiment tous les aspects de l'enseignement, donc le contenu des cours, le calendrier scolaire, la formation des professeurs, etc. Et vous vous en doutez, il y a des mesures qui passent moins bien que d'autres. Ouais. On va se concentrer. Ça se balance des mails de part et d'autre. Pas du tout. Hein. Le pacte d'excellence, ça a coulé à 70%. Déjà, on a fait pas mal. Il y a déjà une grosse partie, mais c'est justement ça, un des problèmes du côté de la CSC. Le slogan pour cette manif, c'était laissez-nous respirer, parce qu'en fait, il y a trop de choses qui changent en même temps. Et l'évaluation, c'est encore sur la table des négociations. C'est pas encore passé, mais c'est vraiment le truc de trop. Là, ils ont trop une surcharge, ça va pas. Et donc, donc cette fameuse évaluation, c'est pas passé. L'évaluation, c'est ce qui cristallise un peu les tensions. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a eu de multiples modifications du texte, etc., de la part de la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir. Mais même ça, c'est des modifications pour permettre de mieux protéger les droits du personnel. Et même comme ça, les syndicats ont continué à s'y opposer. Et ça a été jusqu'au point où, en fait, donc, les 4 syndicats, donc côté libéraux et socialistes, ont carrément quitté le comité de concertation du pacte d'excellence. Officieuse, oui. Parce que en fait, donc, ce comité, c'est déjà, ils discutent avec les syndicats, les associations des parents, etc., les institutions. Tu peux continuer. Les jeunes surcotés. Et donc, c'est officieux. Enfin, c'est officieux, c'est avant... Si tu veux. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Et oui, donc c'est une instance officieuse où c'est une première négociation avant qu'il y ait réellement un vote, que les décrets passent, etc. Et en fait, il y a le syndicat chrétien, la CSC, qui n'a pas quitté le comité. Donc c'est pour ça qu'il y avait 2 cortèges différents. Parce qu'eux, ils ont plutôt choisi la voie de la négociation plutôt que l'opposition, vraiment. Et alors, il y a quoi dans ce texte ? Pourquoi on y vient ? Le plus important. En fait, il y a 2 volets à ce texte. D'abord, il y a une partie sur le soutien et l'accompagnement des enseignants qui vise à développer leurs compétences professionnelles et les aider dans les obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans leur travail. Là-dessus, globalement, les syndicats sont d'accord. Moi, j'ai quand même parlé à 2-3 manifestants ce midi qui n'étaient pas hyper convaincus non plus et qui pour eux, c'est de la poudre aux yeux. Enfin, en fait, les formations, il n'y a rien qui va être nouveau. Voilà, c'est un petit peu juste bien emballé dans un beau texte.
Et alors, ce qui coince vraiment de la part de tous les syndicats, c'est le deuxième volet qui prévoit en fait des sanctions en cas d'évaluation négative des professeurs et sanctions qui peuvent aller jusqu'au licenciement, même pour les professeurs qui sont nommés, donc qui sont vraiment installés, qui ont leur place dans un établissement. Qui ça est une remise en question fondamentale du statut du fonctionnaire, puisque normalement un fonctionnaire c'est une des revendications est pas lié à un poste, exact. Et ça, il ne peut pas être viré en fait. Oui. Mais si, il peut être viré, mais c'est très difficile. Mais oui, ce sont... que là soit dit. Ouais, parce que oui, non, en fait, ça met du temps à être viré. C'est en cas d'évaluation négative répétée. Le problème de l'évaluation, c'est que tu dois autoriser au-dessus de toi qu'il y ait une évaluation sur toi. Donc tu peux juste simplement dire je ne veux pas être évalué et il n'y aura jamais d'évaluation faite. Et tu seras viré. Non, justement. Non, parce que pour être viré, il doit y avoir une évaluation. Dans le pacte, là, ce qui va se développer, effectivement, désolé Aline, parce que c'est lui qui m'avait provoqué. Mais effectivement, ils sont en train de changer les choses pour que la personne soit obligée d'être évaluée. Je pense à ce moment, bon, c'est une obligation des profs de la part du gouvernement pour garantir l'excellence, soi-disant, pardon, c'est au micro. Ça m'agresse. Mais bon, on va en discuter davantage. Juste, on attend que Aline termine. Je m'excuse. Ça va, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le moment, c'est très pertinent comme intervention. Et donc forcément, j'ai parlé un petit peu avec des manifestants ce midi et il y a 3 gros arguments qui reviennent, on va dire, dans les discussions que j'ai pu avoir. Déjà, la plupart estiment qu'il y a déjà un système d'évaluation qui est suffisamment performant et qu'on n'a pas besoin d'en rajouter une couche. Ça, c'est déjà le gros point. Pour, bon là, c'est assez bien compris, pour Caroline Désir, c'est pas du tout suffisant. On ne sait pas déboulonner un enseignant qui fait mal son travail pour l'instant. Donc voilà. Et puis ensuite aussi, il y a l'inquiétude par rapport aux pairs, parce qu'en fait, dans le premier volet d'accompagnement, etc., il y a des entretiens avec le directeur ou un délégué, directeur adjoint, etc., qui fait les entretiens avec les enseignants. Et donc, c'est de là que partirait le volet après évaluation, etc. Et ça, que ce soit vraiment dans le syndicat chrétien comme dans les autres, vraiment, ça, ils s'accordent à peu près tous là-dessus. C'est problématique pour eux d'être évalués par leurs collègues parce qu'il y a des risques de règlement de compte pour eux. Ça. Et c'est jalousie ou quoi. Ça pourrait être une réponse à ce que nous dit Sylvie dans le chat. Sylvie, le pseudo bug en permanence. Sylvie 0422 qui nous dit sur ce point... Celui qui fait son boulot à fond ne doit pas avoir peur d'être évalué. Alors oui, en soi, surtout côté syndicats chrétiens, ils sont un petit peu plus nuancés, j'ai l'impression quand même dans ce qu'ils défendent, dans le sens où ils ne sont pas fondamentalement contre non plus l'évaluation, mais l'évaluation par les pairs et le risque de règlement de compte entre collègues et qu'il y en ait un qui fasse copinage avec le directeur et la directrice, etc. Ça les inquiète. Et aussi le fait qu'il peut y avoir une sanction qui va jusqu'au licenciement derrière, j'imagine que ça doit être un des autres volets, puisque l'évaluation, a priori, pourquoi pas, ce serait normal qu'on puisse avoir une sorte de bilan à chaque fois sur un enseignant. Et effectivement, il faut voir sous quelles conditions et qui évalue. C'est ça, si c'est le directeur, si c'est les collègues, c'est pas forcément le plus impartial. Et puis, si ça mène jusqu'au licenciement derrière, on passe un degré dans le... Et je vais rebondir sur l'autre commentaire de Sylvie dans le chat par rapport au nombre d'élèves par classe. Là, je comprends. Et en fait, c'est lié aussi à la dernière chose, c'est qu'il y en a qui me disaient en fait, on a déjà une pénurie de profs, donc on ne va pas en plus licencier des gens, on ne va pas s'en sortir. Des institutrices maternelles qui étaient là, on ne peut pas avoir 30 enfants dans une classe, c'est ingérable, c'est pas possible, et on ne nous propose pas d'augmenter les effectifs, quoi que ce soit. Donc ça, c'est aussi la balance. Il faut peut-être nous donner plus de moyens avant de se dire on va sanctionner et licencier des gens, quoi. Tout ça, c'était vraiment les 3 choses qui sont ressorties. Malheureusement, j'étais censée avoir des audios. Le micro a décidé de juste pas enregistrer la moitié de mes interviews et de cut en plein milieu de phrases par lui-même. C'était fantastique. J'adore l'ambiance. J'adore la technologie. Tout ce qu'ils ont dit. Juste, je vais ajouter un truc, c'est que, par exemple, le pacte d'excellence prévoit introduire le néerlandais dès la 3e primaire, alors que là, maintenant, on sait bien que dans les écoles,
il n'y a pas assez de professeurs. Surtout de néerlandais. Je dis les choses. Vraiment. Là, l'entrée en vigueur de ce pacte d'excellence est supposée être en septembre 2023. On essaie maintenant de repousser ça parce que, en fait, c'est pas uniquement... Le pacte d'excellence, c'est une ensemble... une ensemble, oui, bien sûr. Bien sûr. Ensemble. Ouh là là. J'ai voulu dire une réforme et un ensemble de... bon, bref. Mais du coup, il y a déjà des mesures qui sont entrées en vigueur. Par exemple, le calendrier scolaire, ça, c'est déjà fait. Oui, mais on sait bien les répercussions, on sait bien ça aboutit à quoi, le calendrier scolaire, quoi. Oui. Là, je me permets encore de rebondir vers ce qu'on a dit à propos de développement des compétences professionnelles. Là, au fait, ce qu'ils redoutent, effectivement, c'est que ça va être lié à la formation continue. La formation continue, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire un plan de formation qui est là toutes les années, à tout le monde, quel que soit l'âge, la formation, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, alors qu'il y a d'autres, comme même les parents, disent que les professeurs doivent être formés à tout ce qui est technologie, informatique, etc. Et encore, dans pas mal de domaines, il n'y a pas assez d'enseignants, il y a beaucoup de profs en maladie qui ne sont pas remplacés, il y a le néerlandais qui n'existe les professeurs de néerlandais qui n'existent pas dans plusieurs écoles. Et il y a cette histoire de calendrier dont les parents qui ont un enfant dans l'une et dans l'autre, parce que la maman a pensé que l'enfant a besoin de néerlandais, parce que l'aîné n'apprend pas le néerlandais à l'école. Et donc, elle a un enfant dans une école néerlandophone et un autre dans une école francophone. Avec ce calendrier, les choses ne sont pas vraiment claires. Bon, pour le système d'évaluation, on sait bien qu'il y a un inspecteur. Ce n'est pas les collègues normalement qui sont supposés... Oui, ça c'est le système actuel. Voilà. Ouais. Et donc pourquoi... Que défendent les syndicats. Voilà. Effectivement, il devrait y avoir quelqu'un qui évalue. Et on sait bien que cette évaluation, d'ailleurs, est déjà programmée, prévue. C'est une observation par an. Je ne sais pas, ce système d'évaluation, je ne pense pas que ça va évoluer autant. Non? Exactement. Oh, la patate chaude. Bon, c'est ça. On arrête par pitié. En tout cas, ce dont on discutait un petit peu avant l'émission, c'est que c'est quelque chose qui est très complexe, qui demande, qui a à la fois des questions économiques, des questions politiques sur le statut des fonctionnaires. Donc il y a des chances que ça continue à... Est-ce que quelqu'un peut faire un accompagnement et former François au dessin? Parce que là, c'est compliqué. C'est vrai que dans le chat, le dessin faisait beaucoup réagir François. C'est une demande du chat que François fasse une caricature. Ici est mis, je pense qu'il caricature Jonas. Je sais bien que on va devoir... par contre, effectivement, on va devoir... passer à un autre sujet. Ouais, là j'ai vraiment l'impression d'être une instite maternelle. C'est l'école ici. Mais c'est bien ce que t'as fait. Bravo, François. On va vous mettre un petit carton si la régie. Non. Le carton. Attention. Une seconde. On attend juste. Voilà. Alors, go for it. Oui, Présigieuse, on le voit aussi, le monsieur en blanc. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Oh là là. C'est pas voir. Sur la télé, on verra pas très bien. C'est pas cadré? On t'a pas appris à filmer? T'as tout déplacé. T'as tout déplacé. Bon, évite de tout casser, Jonas, s'il te plaît. Reste journaliste parce que voilà quoi. Moi, j'ai peut-être. Si jamais on capte le dessin, on vous le mettra sur le Discord. Conseil. On va passer à un autre sujet. On va juste faire un petit parcours et on remercie François de bien avoir voulu être venu sur notre plateau pour sa dernière. Et petit carton, félicitations à tout de suite. Et félicitations à Link qui a dû faire une chronique dans des conditions. Alors j'étais déjà pas solide, mais alors là vraiment, vous me devez tous un verre, vraiment. Rien. Bon. Beaucoup moins fun. Oui, on va parler d'un truc moins rigolo. Beaucoup moins fun, mais au fait, c'est du déjà vu. Le Soudan, on entend toujours des coups d'État, on entend toujours de guerre, il y a des guerres, mais là, à présent, la situation est un peu alarmante. Le conflit armé a débuté le 15 avril au Soudan.
entre l'armée du pouvoir, au pouvoir dans le pays, et les paramilitaires ou bien les forces de soutien rapide FSR. Alors, la presse a surnommé plutôt cette guerre comme guerre des généraux. Alors, les violences, on peut voir la première photo, sont principalement à Khartoum, la capitale du Soudan, et aussi au Darfour dans l'ouest. Voilà, c'est Khartoum et voilà. Donc, et la deuxième, cette guerre a fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 420 morts et 3700 blessés il y a quelques jours. Des dizaines de milliers de personnes sont parties et se réfugiées dans d'autres États du Soudan et au Tchad, en Égypte. Tous les pays ont commencé, bien sûr, ils ont commencé dimanche dernier à évacuer. Tous les ressortissants diplomates sont partis et c'est ce qui est vraiment le point alarmant parce que comme quoi tout le monde a quitté à ce moment, on se dit c'est vraiment grave parce que normalement on ne quitte pas immédiatement. Cependant, tout le monde savait bien que les deux clans se préparaient pour la guerre. Alors, qui sont ces personnes-là, ces généraux plutôt, qui font la guerre? Voilà. Alors, le premier est celui de l'armée régulière. Et au fait, il est Abdel Fattah al-Burhan, soutenu par son grand voisin puissant, le président égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Et il est bien sûr ami des États-Unis derrière aussi. Et à la tête du FSR, les forces de soutien rapide, il y a Mohamed Hamdan Daglo, qui est général, mais au fait, c'est un ancien milicien de Darfour. Il est lié aux mercenaires russes de Wagner, bien sûr, dont indirectement à la Russie, et aux Émirats arabes, un lien avec l'Arabie saoudite, à qui il a fourni des hommes pour la guerre, pendant la guerre au Yémen. Ce qui est très important à dire, c'est que la force de ces deux partis est presque équivalente. Bon, d'un côté, l'armée, c'est presque entre 100 et 120 000 militaires, militaires, alors que l'autre général a sous son pouvoir ou bien sa commande 800 à 100 000 mercenaires. Parce que, au fait, ces gens-là, les FSR, sont issus de la milice Janjaweed, employée par l'ancien président soudanais Omar el-Bashir, qui est resté longtemps au pouvoir. Il les a cherchés trop longtemps, oui. Alors, 30 ans. Oui, oui, voilà. C'est ça. Et c'est 30 ans trop longtemps, c'est oui. Bref. Oui, c'est trop. Voilà, il les a élu cherchés démocratiquement depuis 58. Voilà. Donc c'est ça. Alors, c'est lui qui les a cherchés afin de vraiment imposer son gouvernement. Et donc, du coup, on a d'un côté des militaires et de l'autre côté des mercenaires, c'est ça? Oui, mais ces militaires et ces mercenaires se sont mis d'accord plusieurs fois, entre autres. Ils ont dû intervenir dans les coups d'État de 2019 et le coup d'État 2021, l'année précédente, si vous vous rappelez. Le 25 octobre 2021, c'était contre le gouvernement de transition. Maintenant, vous allez me dire, mais ils savaient bien, ils se disputent le pouvoir. Oui, ils se disputent tout ce qui est ressources, économie, et qui va être sous le commandement de qui. Voilà. C'est le Soudan est un pays très riche, c'est ça? Oui, on y en termes de revient ressources. quand on va parler des enjeux. Okay. Mais ce qui est très important, c'est que la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase concerne une réforme de l'appareil sécuritaire prévoyant l'intégration des FSR dans l'armée régulière. Et dans ça, le ils ne cadre... sont pas d'accord. Voilà. Donc, en gros... Pardon, je fais un peu la c'est hyper complexe. Ouais, c'est hyper compliqué. Oui. Et donc en gros, ce qui a fait que, alors qu'avant ils étaient alliés et que ils s'entraidaient, ce qui fait que maintenant ils se tapent dessus, c'est que aucun des deux ne veut être sous les ordres de l'autre. Parce que les FSR devaient passer sous le contrôle de l'armée régulière. D'accord. Et ils veulent pas. Ouais. Du coup, ils sont maintenant ils se tapent dessus en mode non, je veux pas, je fais ce que je veux quoi. Il y a eu plusieurs trêves, juste pour updater que la guerre s'est arrêtée. Une médiation américaine a réussi
d'avoir une trêve, le chef de la diplomatie américain Anthony Blinken a annoncé que les généraux rivaux dans le conflit au Soudan avaient accepté un cessez-le-feu de 3 jours dans tout le pays pour tenter de mettre fin aux violences. Et Khaled Omar Youssef, le porte-parole des forces de la liberté et du changement, pense que cette trêve donnera lieu à un dialogue sur les modalités d'un cessez-le-feu définitif. Donc là, à présent, c'est la trêve, c'est vrai, mais chacun se prépare. Vous savez, bon, les trêves, des fois tiennent, mais ça dépend. Alors là... Attends, je veux juste répondre à un message du chat qui nous dit, Luco qui nous dit « Bonjour, c'est ici l'émission d'Office ». Bienvenue, tu es au bon endroit, bienvenue dans ton émission d'actualité à la belge qui parle d'actualité politique, internationale, culturelle. Et merci à toi de nous suivre. Et je tiens à dire qu'il y a un ban temporaire qui est passé. Ça a été fait avec le compte d'office. Je pense que ça vient de la régie. Et il faut que la régie qui se permet un petit peu trop de choses. Oui, voilà. C'est... Ah, bah, bonjour. Maxime. Bonjour Maxime. Merci, bienvenue parmi nous. Et donc voilà. Bon, alors, les groupes militaires sont déjà partis à la recherche de partenaires étrangers, comme nous le savons. Alors, quels sont les enjeux de cette guerre? Alors, d'abord, on va parler au niveau du continent africain. Si on peut voir la photo. Il y a un abandon de poste, par exemple. Sinon, il y a un abandon de poste. La régie, s'il vous plaît. Bon, État fédéral d'Afrique orientale, le Soudan est baigné par la mer Rouge au nord-est, est bordé par l'Érythrée à l'est, par l'Éthiopie au sud-est, par le Soudan du sud au sud, par la République centrafricaine au sud-ouest, par le Tchad, par la Libye et par l'Égypte. Bon, on remarque qu'il a plein de frontières avec beaucoup de pays et c'est pourquoi effectivement quant à l'Afrique, une guerre au Soudan, c'est une guerre vraiment alarmante. D'abord, le Soudan est le 3e plus grand pays d'Afrique. Il s'étend également sur une région instable géopolitiquement. Si on peut voir la photo, c'est pas celle-là, celle d'après, la 4, s'il vous plaît. Alors, on peut voir, parce que cette carte est colorée, la deuxième... non, c'est pas ça. Non, c'est l'autre. Ok. Et donc, voilà, c'est ça. Là, on peut bien mettre, si vous pouvez la mettre en plein écran, c'est OK aussi, s'il vous plaît. C'est juste pour qu'on voit effectivement. Alors, géopolitiquement, c'est une région vitale et vraiment instable. La guerre donc au Soudan pourrait déstabiliser non seulement le Soudan, mais aussi une grande partie de la corne de l'Afrique, on l'appelle comme ça, en proie à vraiment des conflits. Et n'oublions pas, il y a la sécheresse, il y a la famine, un peu partout dans les pays aux alentours. Aussi, c'est un pays qui est parcouru, qui est à cheval sur le Nil, donc tout au long du pays, il y a le Nil qui est l'eau qui est vitale aussi. Alors, on sait bien que l'Égypte le reçoit après le Soudan et donc c'est l'Égypte qui est gourmande en eau et bien sûr ils essaient toujours d'être en accord avec le Soudan pour qu'il n'y ait pas coupure d'eau, des trucs un peu comme ça. Le Soudan a des frontières instables, bien sûr, les 7 pays au total. Il y a des troupes bien sûr en Éthiopie, en Érythrée. Il y a des conflits jusqu'à présent. Il y a une trêve. Ça fait 2 ans qu'il y avait une guerre vraiment en Érythrée. Et finalement, ce qui est très important, il y a le Sud-Soudan. On sait bien qu'il y a eu la répartition du Soudan en 2011. Alors, le Sud-Soudan est indépendant du Soudan à présent. Ce qui est très important, c'est que il y a une guerre civile, mais là-bas au Sud-Soudan, mais il y a aussi les ressources, le pétrole. Et la guerre civile au Sud-Soudan, c'est indépendamment de ce dont on vient de parler. C'est pas lié. Le Soudan, c'est quelque chose. Le Sud-Soudan, c'est autre chose. C'est un autre État depuis le référendum en 2011. Et donc, voilà que, au fait, il y a 75% de la production pétrolière qui se trouve au Sud-Soudan.
Donc, on a besoin de ce pétrole. D'accord. Et il y a encore, jusqu'à présent, il y a des clauses de cette séparation qui a eu lieu qui ne sont pas résolues encore. Le tracé exact de la frontière, le partage des ressources pétrolières et leurs revenus, etc., etc. Donc, la rivalité entre les deux poids lourds du régime a fini par ruiner les perspectives, bien sûr, du transfert du pouvoir aux civils. Ça, c'était à avoir maintenant. Donc, parce que c'était le but à la base, c'est qu'il y avait une période de transition et exact. il était censé avoir un processus démocratique qui était censé se mettre en place, non? Oui, effectivement, c'était maintenant à transférer le pouvoir aux civils. Et là, avec cette guerre... En fait, moi, j'ai une question depuis tantôt, parce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, parce que tu as dit au début que cette guerre, il l'a préparée déjà, et après, tu as dit, ouais, c'est ça qui a fait déborder le vase. Mais en fait, ils étaient déjà prêts, ils attendaient déjà prêts. Ils attendaient juste une occasion. Mais à ne pas oublier que c'était en 2021, le coup d'État, en octobre 2021, octobre 2021 jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas déjà eu un truc en 2019? Oui, en 2019, il y avait un autre coup d'État. Mais il y avait eu une sorte de zone tampon entre les deux. Okay. Oui, je parle du dernier coup d'État auquel les deux ont été, durant lequel ils étaient alliés. Donc, depuis 25 octobre 2021, ils sont alliés, d'accord, on a pris le pouvoir. Ils étaient alliés uniquement quand ils avaient un intérêt à l'être, et maintenant, il n'y en a aucun des deux qui veut céder le pouvoir. Je pense que c'est ça, ils veulent créer une autre dictature. Ils veulent créer une autre dictature. Ils veulent pas de la démocratie. Dommage vraiment pour les civils qui ont fait un grand effort. Franchement, en 2019, le printemps arabe, c'est eux qui jouent à celle sur les frites, pardon. Il y a du favoritisme. Mais je suis en train de faire une œuvre d'art, mais du coup, ça me permet de focus sur toutes les infos que Oui, c'est vrai. Et je vais parler un peu 2 minutes du niveau international. Alors, l'intérêt du monde aux ressources naturelles du Soudan, on sait bien, pétrole, or, etc. Et le Nil pour la région. Et le Nil pour la région. Alors, les intérêts de la Russie dans le pays et la région vont bien au-delà d'être implantés en Afrique. Le littoral austère de l'Est-Soudan donne sur la mer Rouge et on sait bien que Moscou était sur le point de conclure un accord sur la base avec le gouvernement militaire soudanais. Bien sûr, ils veulent s'installer au Soudan et si on leur permet, pourquoi pas. Et n'oublions pas que, au fait, l'Occident est face à la Russie et la Chine. Là, chaque général a ses appuis et ses réseaux internationaux. Bien sûr, parce qu'au Soudan, il y a l'or, c'est l'or contre les armes. Ils achètent des armes de partout, bien entendu. Et à ne pas oublier que ils ont déjà, eux-mêmes aussi, ils ont une industrie d'armement. Alors, une entreprise de fabrication d'armement, Military Industry Corporation, qui produit des munitions, des mitrailleuses et des mortiers. Ils ont tout, ils ont l'or, le pétrole et les militaires. Et là, à présent, on développe l'industrie des drones qui est en évolution au Soudan. Pour finir, les puissances européennes sont soucieuses d'éviter toute instabilité au Soudan, qui est stratégiquement situé. Voilà. Surtout que, ce que tu disais au début, il y a le groupe Wagner, donc le groupe reconnu comme terroriste par l'Europe, qui utilise l'or qu'ils prennent au Soudan pour financer leur combat en Ukraine. Donc il y a des conséquences directes de cette guerre civile au Soudan sur le conflit qui occupe un peu les puissances européennes, puisque et en plus de ça, il y a comme tu disais, il y a le pétrole qui passe par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et qui, avec l'Europe en pleine crise énergétique, forcément, s'il y a des perturbations sur le marché pétrolier... Il y a le canal Suez aussi. C'est ça. Ne pas oublier la mer Rouge, le canal Suez, c'est vraiment stratégique. Donc, personne, au fait, ne voudrait que le conflit, voilà. Alors, et concrètement, là, à l'international, est-ce qu'il y a eu des réactions de... le pape, tout le monde... La diplomatie américaine a réagi tout de suite, tout le monde a évacué en avance. Là, moi, j'étais surpris. Ah oui, c'est vrai, il y avait les évacuations, j'en ai entendu parler. En avance. Moi, j'étais surpris de voir, parce que pour me renseigner sur le sujet, j'ai décidé d'acheter le journal du Monde aujourd'hui, et il n'y a même pas d'article sur le Soudan. Il n'y a rien aujourd'hui. Donc en fait, mine de rien, il y a des implications européennes très fortes, mais pour l'instant, la guerre au Soudan, on va en parler, puis ça va merci Naël, en tout cas. Merci Naël de t'occuper d'un sujet aussi intense et aussi
aussi potentiellement compliqué, quoi. Et Jonas, tu vas nous parler d'un sujet qui a animé un peu nos conférences de rédaction cette dernière semaine, puisque on a hésité à le faire, on s'en a beaucoup discuté, puis finalement, tu vas nous parler de l'affaire qui entoure Sarah Schlitz. On va peut-être en reparler à la fin, je pense, de ça plutôt. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que l'actu est très récente. Donc déjà, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. On a dû un peu bousculer nos programmes habituels, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais en gros, hier matin, l'écologiste Sarah Schlitz était l'invitée de Thomas Gadisseux sur Matin Première, et la désormais ex-secrétaire d'État à l'égalité des chances y a annoncé sa démission avant de la confirmer dans une conférence de presse un peu plus tard dans la journée. Sarah Schlitz, ça faisait un moment qu'elle était au cœur d'une polémique qui, selon ses propres mots, je vais beaucoup citer des gens dans cette chronique, occupait toute la place dans le débat public. Ce débat public devenant irrespirable, elle a choisi de se retirer, de démissionner de son poste de secrétaire d'État à l'égalité des chances. Mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est se demander un peu ce qui s'est passé exactement, parce qu'il y a eu un vrai emballement médiatique ces derniers jours. On l'accuse de beaucoup de choses, et donc on va s'accorder quelques minutes pour recomposer un peu les éléments de cette polémique, et pour en discuter un petit peu tranquillement. Donc, tout commence il y a 10 jours, lorsque le député NVA Sander Loons épingle Sarah Schlitz. Il lui reproche d'avoir apposé son logo personnel sur les annonces publiques, comme pour des conférences ou des expositions par exemple, et qui sont donc subsidiées par de l'argent public. Sander Loons avait alors demandé qu'elle s'explique devant la commission de contrôle des dépenses électorales à cause de ce qu'il qualifiait une faute déontologique. Alors normalement, il convient d'utiliser un logo entre guillemets neutre qui représente uniquement le département concerné et pas un logo personnel comme elle l'a fait. Sarah Schlitz, elle s'est présentée à cette commission, elle s'est excusée de ce qu'elle a appelé une maladresse entre guillemets, et elle s'en est sortie avec une réprimande qui avait été acceptée par l'opposition. Je vois Précigios qui dit « elle aurait menti au Parlement », on y vient. C'est l'enjeu un peu. Voilà. Donc elle s'est présentée à cette commission, elle s'est excusée, elle a dit que c'était une maladresse, et elle s'en est sortie plus ou moins. Sauf que malheureusement pour Madame Schlitz, ça va être compliqué de dire tous les noms sans buter au moins une fois. Malheureusement pour Madame Schlitz, la DH, qui est un média belge pour nos viewers français, a révélé l'existence d'un guide qui précisait qu'il était nécessaire d'apposer le logo personnel de la secrétaire d'État pour toucher des subsides dans le cadre d'un appel à projet. Et le guide, il aurait été validé par Sarah Schlitz elle-même. Et donc à partir de ce moment-là, Sander Loons, le député NVA qui avait épinglé Sarah Schlitz, a estimé que la secrétaire d'État avait menti en commission quand elle avait affirmé qu'il ne s'agissait que d'une maladresse. Parce qu'à partir de ce moment-là, le député, lui, il y voyait plutôt quelque chose de volontaire et du coup de systématique, vu que ça faisait l'objet d'un guide. Et donc, dans la foulée, il a déposé une motion pour réclamer la démission de Sarah Schlitz. Jeudi dernier, les groupes parlementaires s'étaient réunis, mais ont préféré ne pas voter cette motion, mais plutôt laisser une semaine de sursis à la secrétaire d'État. Et donc depuis, le doute plane un peu sur sa démission. Mais, dernier grand rebondissement avant ce qui s'est passé hier, il s'est passé quelque chose en début de semaine encore qui a mis le feu aux poudres. À savoir que nous, on a nos réunions de rédaction le dimanche soir pour décider des sujets du jeudi. Et donc, le lundi, je pense, ou le mardi, ça a commencé à exploser sur Internet. Il y a une collaboratrice de Sarah Schlitz qui a partagé une publication sur ses réseaux sociaux nommée, je cite, « L'extrême droite attaque, le patriarcat se régale ». Publication que Sarah Schlitz avait commentée en écrivant, je cite encore, « Merci pour le soutien ». Alors, problème, cette publication, elle a créé des nouvelles tensions entre Sarah Schlitz et la NVA, parce qu'elle reprenait des photos d'une exposition sur le régime nazi, l'une de celles sur lesquelles la secrétaire Sarah Schlitz avait apposé son logo, justement. Et là où ça coince, c'est que ces photos étaient placées à côté d'un militant d'extrême droite ou du député Sander Loons, par exemple. Et donc, beaucoup de monde à la NVA se sont donc sentis comparés à des nazis et ont crié au scandale. Le dimanche soir pendant l'happy hour, oui, c'est vrai que généralement on boit un petit verre de thé, une petite tasse de thé, pour que ces réunions se passent le mieux possible. Donc, suite à ce nouveau scandale, la secrétaire d'État s'est excusée en expliquant qu'elle n'était pas à l'origine du commentaire, mais qu'il s'agissait d'une collaboratrice qui gérait son compte. Elle a par la suite condamné l'amalgame qui était fait dans la publication, elle a lancé un appel au calme, mais rien n'y a fait. En fait, le lendemain de son dernier communiqué d'excuses, eh bien, c'était hier, et face à l'ampleur de la polémique, Sarah Schlitz a démissionné. Alors, avant d'aller plus loin et d'évoquer les réactions à ce départ, maintenant qu'on a un peu rappelé les faits, est-ce que vous, en plateau ou même dans le chat, c'est une réaction que vous comprenez? Parce que
Est-ce que dans pareil cas, quand il y a cette démission, la démission, est-ce que c'est une décision que vous comprenez? Est-ce que dans pareil cas, dans des scandales, dans les accusations, ce genre de choses, est-ce qu'un ou une politique doit faire un pas de côté? Alors moi, pour l'objet de la démission, à savoir à la base une histoire de logo, moi, j'estimais pas que ça nécessitait d'aller jusque la démission parce qu'elle s'est quand même présentée devant le Parlement, elle a reconnu ses erreurs, elle a présenté ses excuses. Après, d'un point de vue personnel, je ne suis absolument pas politique, là c'est juste un avis purement personnel qui vaut comme un autre. Je pense que là, il y avait juste trop de pression aussi et que dans ce sens-là, dans le sens personnel, je peux comprendre ce geste, bien sûr. Et aussi, je pense que tu vas le dire après, donc je vais peut-être pas parler de ça, l'histoire du symbole. Ah oui, le symbole, effectivement, je vais en parler un tout petit peu. Mais vas-y, dis ce que tu veux. En fait, Sarah Schiltz a expliqué qu'elle était devenue un symbole pour la NVA. Alors, symbole de quoi? Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Et qu'en fait, en démissionnant, elle voulait retirer ce symbole à la NVA pour éviter que ça continue et que ça déborde encore plus. Moi, je comprends dans le sens, effectivement, pour se préserver elle-même de ce qu'on appelle maintenant, avec le magnifique anglicisme, de shitstorm, donc des tempêtes de caca, pour rester poli. Et effectivement, il y a des chances qu'avec la présence de l'extrême droite sur les réseaux, elle aurait pris des coups. Malheureusement traîné un peu trop sur Twitter. Ils n'ont pas attendu sa démission pour. C'est ça, parce que moi je trouve que les raisons sont presque insignifiante. Tu vois, l'erreur du logo, elle s'est excusée. L'opposition elle-même avait accepté la réprimande. L'affaire du tweet, effectivement, elle n'était pas directement impliquée dedans. Donc pour moi, ce sont pas des raisons qui nécessitent une démission en tant que telle, puisqu'on a vu dans l'histoire politique belge et européenne des causes beaucoup plus graves, enfin des fautes beaucoup plus graves qui n'ont pas amené à de démission. Donc les raisons en tant que telles, pour moi, me semblent futiles. Pas futiles, mais en tout cas, la réaction, l'emballement médiatique dont tu parlais tout à l'heure me semble disproportionné comparé à... C'est marrant parce que justement, on a beaucoup de réactions dans le chat. Il y a Lowrider qui dit pour toutes les fois où Theo Franken aurait dû démissionner. C'est bizarre, mais en discutant, on a presque tous et toutes dans l'équipe pensé à lui à ce moment-là. Mais on a d'autres réactions aussi. On a Prestigios qui dit elle devait se sentir coupable, sinon pas besoin de démissionner. Lowrider qui redit c'est une faute professionnelle, mais c'est tellement anodin, elle s'est pris les insultes de facho. Margiela qui dit pas forcément pour un logo, mais pour tous les contours et alentours. C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement, oui, la régie me fait signe. C'est juste que je voulais juste donner mon avis, mais finissez votre phrase, j'arrive après. Ah ok. Donc Prestigios qui précise, qui dit se sentir coupable, oui, mais en parlant du marasme engendré, pas forcément à ses actes. Ok, pas de souci. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est vrai qu'au final, ça a vociféré tellement dans tous les sens qu'on a presque parfois un peu oublié ce qui s'est passé à la base, c'est pour ça qu'on fait cette chronique. Mais le problème initial vient bien du jeu, du logo. C'est vrai que c'est l'élément déclencheur. Mais après, il y a eu tellement de choses à côté qu'on a tendance à s'y perdre un peu. Vas-y Maxence, tu veux dire un truc? Oui, en fait, je voulais juste dire par rapport à ça, on va dire sur le côté symbolique et l'idée d'exemplarité que les hommes et les femmes politiques sont censés avoir par rapport aux citoyens, je comprends. Mais c'est vrai que l'acte de base est quand même, moi personnellement, je le considère plus anodin que quand on a par exemple d'autres femmes ou hommes politiques, je cite personne, mais genre des personnes qui sont mises en examen pour des trucs assez graves ou des choses comme ça et qui restent en poste. Là, on n'est pas sur le même niveau de... On n'entend pas bien Maxence, je sais pas si ton micro est... Mais donc du coup, toi, peut-être qu'on m'entend mieux comme ça. Bon, bref. Nos avis. En fait, je vais pas exprimer mon avis en tant que tel, je vais plutôt parler des réactions que ça a engendré. Si tu veux, Maxence, on reviendra sur toi à la fin. Parce que c'est une décision qui a beaucoup fait parler dans à peu près toutes les sphères en Belgique. On va revenir sur la notion de symbole dont a parlé Margot. Lorsqu'elle a annoncé sa démission hier sur Matin Première, Sarah Schiltz s'est qualifiée donc de symbole créé par l'extrême droite pour disqualifier un mouvement. Il faut rappeler que Sarah Schiltz, elle se bat depuis longtemps contre les violences sexistes et sexuelles. Elle est à l'initiative du projet de loi Stop Féminicide, elle lutte contre les discriminations. Oui, on entend mieux. On reviendra sur Maxence après. Et de ses propres mots, la polémique, elle a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens qui se battent pour ces causes. Dans les milieux féministes, notamment, on a dénoncé le double standard qui s'appliquait à Sarah Schiltz. Et ça, peut-être que ça va faire écho à ce qu'on a dit avec Theo Franken, notamment. Deux poids, deux mesures. Voilà, exactement.
En fait, c'est-à-dire que, t'inquiète, on exige... Tous mes profs d'anglais en PLS, là, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on exige beaucoup plus d'une politicienne que d'un politicien. Des hommes politiciens, y compris à la NVA, ont commis des erreurs similaires, mais n'ont jamais subi un tel acharnement. Et donc Sarah Schlitz, c'est comme l'abeille cool, etc. Ouais. Au final, on commence un peu par galérer. Tu t'en sors bien. Franchement, je suis assez fier de moi pour l'instant. Donc Sarah Schlitz affirmait que démissionner, c'était enlever ce symbole des mains de l'extrême droite. Je la cite, ce qu'elle désire, c'était que les dossiers avancent. Sur ce sujet du double standard, je ne sais pas si on est prêt en régie, il y a les Grenades à la RTBF qui ont sorti un bel article ce matin, que je vous invite à lire et qu'on va envoyer dans le chat maintenant. Il fait 6-7 minutes de lecture, un truc comme ça, et c'est super intéressant, justement, tu peux envoyer sur les doubles standards. Il y en aura un autre tout à l'heure sur la réaction, de l'autre côté, parce que justement, de l'autre côté, Sander Lones, donc le député NVA qui est à l'origine de tout ça, qui depuis quelque temps a débuté pas une campagne, mais ça fait quelque temps qu'il se bat contre ce qu'il appelle l'amateurisme parlementaire, ou gouvernemental, je ne sais plus, mais c'est un des deux. Sander Lones, il s'est défendu de tout acharnement et il a précisé que le départ de la secrétaire d'État à l'égalité des chances était uniquement dû à ses propres mensonges. Et le rider qui dit « c'eût été Mathieu Deherde, Mathieu Michel, le déferlement n'aurait pas été le même ». On ne peut pas prédire. Disons que ce sont des spéculations, c'est possible, comme ça aurait pu ne jamais arriver. Par contre, donc, Sander Lones, il a affirmé qu'il n'était pas nécessaire de remplacer Sarah Schlitz. Alors que Ecolo va sûrement tenter de trouver quelqu'un pour lui succéder, le député NVA estime, lui, qu'un ministre déjà en place serait capable de reprendre les compétences de Sarah Schlitz. Il affirme que, on va encore citer, si l'égalité des chances est une thématique importante aux yeux d'Ecolo, il suffirait de faire disparaître le secrétariat qui lui est dédié et d'en donner les compétences à un ministre en place, de faire monter un peu l'égalité des chances d'un échelon dans la hiérarchie des priorités. Mais d'un autre côté, supprimer ce poste, entre guillemets, qui est consacré totalement à l'égalité. Exactement, donc c'est assez paradoxal, mais cela permettrait, je cite encore une fois, de faire des économies. Selon Sander Lones, encore une fois. Selon Sander Lones, encore une fois. Le député, donc Sander Lones, on s'érige tout doucement vers la fin de cette intervention, a d'ailleurs été confronté à des cas similaires au sein de son propre parti. On l'a confronté directement dans Matin Première, je pense, ce matin. On lui a rappelé que l'ancien ministre des Finances, Johan van Overtveld, yes. Je suis très fier de moi. Yes. Avait été pointé du doigt par la commission, la même commission à laquelle Sarah Schlitz avait été confrontée, pour avoir ajouté un tract politique à sa déclaration électorale. Et qu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de démission, ni de scandale, etc. Et selon Sander Lones, c'était justifié qu'il n'y ait pas de démission, parce qu'il n'y avait eu aucun mensonge, dixit, et que l'élu NVA s'était excusé de suite. Et on vous met encore une fois en régie, on vous met dans le chat les réactions de Sander Lones à ce sujet, voilà, c'est sorti dans la journée aussi. Donc vous serez libre d'aller consulter tout ça, on vous donne les deux points de vue, nous on vous montre juste les faits. Et voilà du coup qui termine mon intervention. Il est fier comme un pan, mais franchement les noms difficiles à dire, quand tu les répètes et qu'en plus tu arrives à les sortir d'une traite. En fin d'émission. En fin d'émission en plus, enfin bref. Donc reste encore à savoir ce qui adviendra du secrétariat à l'égalité des chances. Mais à préciser quand même que le gouvernement ne suivait pas Sander Lones sur cette proposition. Oui, pour l'instant ils n'ont pas comment dire, ils sont pas allés dans son sens, quoi. Il y a de nombreux projets qui restent en suspens, y compris les grands travaux de Mme Schlitz, et on en saura sûrement plus dans les jours ou les semaines à venir. Voilà. Merci beaucoup, Jonas, de coller à ce dossier, d'avoir un peu débroussaillé tout ça, toutes ces histoires. Il nous reste encore quelques minutes. Et je ne sais pas si Maxence voulait redire son intervention de tout à l'heure, je ne sais pas si ça intéresse toujours de l'ajouter. Oui. Alors, est-ce qu'on m'entend Maxence, si c'est bon maintenant. Il faut que j'enlève le casque parce que sinon je m'entends en double, c'est très désagréable. Je voulais juste dire que c'est vrai que je trouve un peu... je sais plus exactement comment j'avais commencé ma phrase, je suis toute perdue. En gros, que comparé à d'autres affaires qui peuvent sortir sur des politiques où des fois il y a certaines femmes ou hommes politiques qui se retrouvent mis en examen pour des faits potentiellement, je mets des guillemets, plus graves que des logos ou ce genre de choses, et qui eux restent en poste parce qu'il y a toujours cette idée de la présomption d'innocence et voilà. Comparé avec ce que Sarah Schlitz a fait, moi personnellement, voilà, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, je trouve que c'est le fait de démissionner, c'est son choix à elle, et
ça prouve aussi un peu, c'est un peu cette idée d'exemplarité que peuvent avoir ou doivent avoir aussi les hommes et femmes politiques par rapport au reste de la population. Mais c'est vrai que on peut se dire que ça prend quand même des proportions assez énormes pour entre guillemets le problème de base. Voilà. Et voilà, ce sur quoi a insisté la NVA, c'est le truc du mensonge passé en commission. En fait, c'est un mensonge par omission. C'est juste qu'elle n'a pas dit ouvertement ce qui s'était passé, mais elle a préféré ne pas en parler, quoi. Après, donc c'est ce sur quoi ils ont insisté. J'ai une dernière interrogation. Je me demande si c'est pas une stratégie aussi de la NVA de choisir quelqu'un, de créer un emballement médiatique pour pouvoir ensuite derrière délégitimer tout le travail que derrière, délégitimer ses positions, et les gens qui s'identifient à ces positions-là. Je vais pas... tu veux dire quelque chose ? Aussi, je n'ai pas l'impression que tu l'aies dit, mais c'est la 3e femme du gouvernement qui démissionne, et donc il y avait aussi une autre secrétaire aussi, je sais plus. Eva de Blecker. Eva de Blecker, qui a aussi démissionné à cause de ce fameux député. Donc, mais ça, c'est ce que, au début de la chronique, je dis qu'il part un peu en croisade contre ce qu'il appelle l'amateurisme. Je reviens pas sur le mot, l'amateurisme politique. Là, après, il prend aussi les éléments qui lui l'intéressent, parce qu'il parle d'abord d'amateurisme parlementaire, et après il appuie sur le mensonge. Mais alors, avec la faute politique de son parti, de la NVA, où il n'y avait pas eu mensonge, ça reste quand même de l'amateurisme. Donc c'est pour ça, moi, c'est la succession. Les éléments qui l'arrangent. C'est la succession d'affaires en affaires. C'est un peu genre l'effet cascade qui, moi, me fait penser à une sorte de stratégie. Et... Après, voilà, je ne prendrai pas parti là-dedans, mais il faut quand même garder bien en tête qu'on est à 1 an des élections, qu'il y a déjà des guerres intestines dans les partis, qu'il y a des guerres entre les partis, que la dernière année d'un mandat est souvent celle où les projets aboutissent. Il y a la loi féminicide qui doit encore être adoptée. Disons qu'il faut garder tout ça en perspective au moment de parler de ce sujet, je pense. Et voilà qui clôt bien, je trouve, ce sujet et qui clôt notre émission. Exactement. Oui. Là, du coup, comme on a commencé un petit peu plus tard, il y aura exceptionnellement... Et qu'il nous reste 20 minutes pour vider les lieux et quitter les lieux. C'est ça, vous n'aurez pas droit à un jeu, vous avez été punis. Ce sera pour la prochaine fois. Le jeu, on vous réserve ça. Il est déjà prêt. Oui. Bon. Un grand merci à François. C'est ça, Sinet, tu veux revenir en plateau, etc. On va vous dire encore une fois merci. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci de réagir dans le chat, merci de relayer nos publis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que nous, ça nous aide pas mal. Si vous voulez aller discuter avec nous sur le Discord, nous, on y est souvent aussi. Si vous voulez nous faire des recommandations, c'est sur le Discord aussi que ça se passe. N'hésitez pas, on prend absolument tout ce que vous avez à nous dire. Moi, je me permets juste de faire un petit message pour François, ici présent. Oui. Qui, même si c'est vrai qu'on se vanne beaucoup en plateau, nous a aidés pendant des mois. Qui maintenant part dans d'autres projets professionnels. Vers d'autres cieux. Il nous brise le cœur. On ne peut pas lui en vouloir parce que les opportunités, ça vient, ça se présente. C'est logique. Donc si vous pouvez mettre beaucoup de cœur dans le chat pour notre François qui nous quitte, c'est vraisemblablement sa dernière émission. Merci à lui pour sa présence et merci à lui pour son accompagnement. Merci de nous avoir donné lancé. Merci. Hop, prends ton micro. Vas-y. Je t'ai dit des belles choses, commence pas à me vanner. Non, du coup j'en profite pour dire que c'était un plaisir pour moi de les accompagner. Tous ceux sur le chat, je vous conseille de continuer à les suivre parce que ils se motivent tout le temps, ils étaient là à me poser des questions, à être motivés à faire les émissions. Donc vraiment, c'est une belle bande qui essaie d'évoluer, c'est beau à voir et donc je peux qu'encourager ça. Et je vais pleurer. Ouais, c'est ça. Merci. Merci à tous dans le chat, merci à tout le monde, c'est trop cool de voir, ça nous donne énormément de force, je pense que vous vous rendez même pas compte. Et on se retrouve très très vite dans 2 semaines pour une prochaine émission, peut-être à voir pour les streams sauvages aussi. Alors on se retrouve sans faute pour l'émission. Dans 2 semaines. En plateau dans 2 semaines. Et le 3 mai, il y aura le live rap mensuel avec Tariq, cette fois Tariq et moi. Ouais. On l'assure, le 3 mai c'est la semaine prochaine en fait, je sais pas quel jour ça tombe exactement. Ouais, mercredi. Voilà. Et donc on se retrouve Et oui, on se retrouve demain à 8h50, bisous. Allez, à plus. À plus, ciao, merci tout le monde. Bonne soirée à tout le monde, ciao.